Bonsoir. On va commencer, il y a quelques retardataires qui arrivent, mais on va commencer pour les faire venir. Merci à toutes et à tous d'être si nombreux, salle comble, pour ce 4e mardi graphique. Je suis Laurence de Pollen Studio. Vous avez croisé à l'entrée Réjeanne, Charlotte et Juliette. Donc toute l'équipe de Pollen qui vous accueille pour ce 4e mardi graphique ce soir. Si vous voulez tweeter, live tweeter, poster des trucs sur les réseaux, voilà les différents hashtags. Il y a un Wi-Fi ici, mais apparemment il est un petit peu pas très très bon. Il est gratuit, en tout cas c'est le Wi-Fi de l'ESAB, donc à vos risques et périls, hein, vous pouvez essayer. Avant de démarrer, je voudrais vraiment remercier chaleureusement l'ESAB de nous accueillir ce soir. C'est super sympa parce que c'est grâce à cette salle qu'on peut faire cet événement ce soir. Donc merci beaucoup à l'ESAB. Et puis je voulais, pour ceux qui ne sont jamais venus, vous redire pourquoi est-ce que Pollen Studio on fait les mardis graphiques. Eh ben, on part du constat que on a parfois des clients qui n'ont pas forcément tous les codes pour analyser qu'est-ce qui fait une bonne affiche, pourquoi ils sont sensibles à tel logo ou à tel dépliant et pas à tel autre, pourquoi une couleur est plus intéressante qu'une autre, pourquoi une typo leur parle plus qu'une autre. Et donc, on se dit qu'il est important de partager cette culture graphique qui, autant quand on est dans une école d'art ou de design, on a accès à cette culture-là, autant quand on est à l'extérieur, on ne sait pas forcément comment ça se passe et comment reconnaître les codes qui vont nous parler ou pas. Donc, c'est pour diffuser cette culture, pour partager le travail des studios qu'on a lancé les mardis graphiques. Avant de commencer ce soir, ce mardi, sur l'identité et les festivals, je voudrais savoir, parmi vous, qui est déjà allé assister au moins une fois dans sa vie à un festival? Est-ce que vous pouvez lever la main? Waouh. Ok, donc je pense que tout le monde est déjà allé au moins une fois dans sa vie à un festival. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui, au-delà d'aller à un festival, ont déjà organisé ou participé à l'organisation, même bénévolement, hein, d'un festival? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Ah ouais, dingue. Ok, donc un public de connaisseurs ce soir. Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire pour parler des festivals. Donc, on va commencer par faire un petit retour en arrière avec l'origine des tout premiers festivals. Et donc, grâce à Wikipédia, j'ai pu voir qu'il y avait eu en 1829 le mouvement orphéonique qui a été l'ancêtre des festivals. En gros, c'était des fêtes qui avaient lieu plutôt dans les villages du sud de la France, en extérieur, où les gens chantaient, dansaient, faisaient des petites pièces de théâtre. Et c'était un petit peu religieux au départ. Et ça s'est laïcisé et annualisé au fil du temps. Et c'est ça qui a fait l'ancêtre des festivals. Parmi les premiers festivals très connus, il y a celui d'Orange, qui ne s'appelait pas encore l'Écorégie à l'époque, qui fête cette année ses 150 ans, 1869. Voilà, donc 150 ans d'existence pour le Festival d'Orange, donc musique, théâtre et art lyrique. Il y a eu d'autres festivals avant 1945, avant les années 50, mais assez peu finalement qui ont perduré. Orange est quasiment le seul. Il y a eu un festival, il y a un festival à Strasbourg aussi qui a commencé dans les années 30. Mais voilà, il y en avait assez peu. Et finalement, c'est plutôt après la Deuxième Guerre mondiale que les festivals se sont répandus. Alors, si on part aux États-Unis, il y a certains festivals qui ont marqué les esprits. Et est-ce que vous savez quel est le festival qui a causé le plus gros embouteillage des États-Unis de tous les temps? Il y a un indice, hein, il y a 1969. Woodstock, exactement. Donc c'est Woodstock qui a été à l'origine du plus gros embouteillage aux États-Unis. Ils attendaient 50 000 personnes, il y a eu près de 500 000 personnes qui sont venues. Donc un festival, c'est un endroit où on se regroupe, où on se rassemble pour écouter des artistes qu'on connaît ou éventuellement des gens qu'on ne connaît pas. Les artistes vont venir parce que ça sert de tremplin pour eux, ça leur permet de se faire connaître. Évidemment, il y a des tourneurs qui vont passer, ça lance leur carrière. On va venir aussi à un festival
pour se rassembler, on est nombreux, on va rester sur place plusieurs jours, on va peut-être même y camper, rencontrer des gens, passer des bons moments, faire la fête et tout ça. Et donc ça, c'est des images de Woodstock. Ça n'a pas beaucoup changé, hein, parce que ça, c'est un festival en Bretagne beaucoup plus récent. Voilà, c'est cette idée de partage, de fête, de découverte, qui aujourd'hui encore nous motive à aller voir un festival. Alors graphiquement, comment ça se traduit? Eh ben, ça, c'est a priori l'affiche de Woodstock. Alors je ne sais pas exactement si l'affiche de Woodstock, parce que je n'ai pas réussi à avoir vraiment l'info. Ce qui est sûr, c'est que Arnold Skolnick a créé le visuel là, avec la colombe, la main et la guitare. Déjà, il y a 50 ans, les graphistes n'étaient pas forcément très, très bien payés parce qu'il a fait ce travail-là pour 15 $. Voilà. Il y a d'autres festivals qui sont restés un peu dans la culture générale de tout le monde. Là, c'est l'affiche de Monterey à gauche, et donc aux États-Unis aussi, et à droite, l'affiche de l'île de White. L'affiche de droite, elle est collector, hein, c'est le chanteur de Blur, Liam Gallagher, qui l'a dans son salon. Le festival de l'île de White, il existe toujours aujourd'hui. Il a lieu la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait un tour à l'île de White, mais vous pouvez aujourd'hui louer une tente, voilà, magnifique, à l'île de White. Vous avez même vos petits chaussons, vos peignoirs, tout ça. L'apéro est gratuit. Par contre, pour les 4 jours ou 5 jours du festival, il va vous falloir payer la somme de 8 500 livres hors taxe pour être au Camp Kerala. Donc, tout ça pour dire que dans les festivals, il y a des petits festivals de quartier hyper ouverts, etc. Et ça va jusqu'à l'énorme festival, énorme machine, qui est quasiment une marque, hein, qui est devenue quelque chose qui s'est internationalisé, qui est reconnu par tout le monde, et qui a peut-être parfois perdu un peu son esprit, ou en tout cas qui est devenu une grosse machine. Et donc, il y a un marché, il y a des festivals qui sont reconnus. À la première image, vous savez tout de suite que c'est le Festival de Cannes. À la première image, on reconnaît tout de suite que c'est Avignon. Donc, il y a un public et il y a un énorme marché, puisqu'on a trouvé quelques chiffres. Donc, il y a plus de 2800 festivals en France, toutes disciplines confondues, en 2018. Ça, c'est sur francefestival.com. Et il y a à peu près 7 millions, il y avait 7 millions, plus de 7 millions de festivaliers en 2018. Et alors, ce n'est pas plus de 15 festivals en Bretagne. Hein. Il y a plus de 500 festivals en Bretagne en 2018. Et il y en a plus de 15 avec 15 000 spectateurs. Donc, il y a vraiment un marché, il y a vraiment un public. Et du coup, forcément, il y a besoin de communiquer pour se démarquer, pour faire comprendre au public qui on est, quelles valeurs on défend, quel style de musique on va proposer, quel style de théâtre, voilà, pour montrer l'état d'esprit du festival. Et du coup, il en résulte une quantité de propositions de visuels assez impressionnante. Je ne sais pas si vous connaissez Combini. Donc ça, c'est le classement des meilleures affiches de festivals en France. Combini, ils font ça chaque année. Et donc, vous avez les affiches classées centaine par centaine, les 100 premières, les 100 suivantes, etc. Et donc, il y a une richesse graphique absolument énorme. Alors, on va parler de certains de ces studios et de certaines de ces affiches après dans la suite de la conférence. Mais donc, il y a une richesse incroyable en visuel de festival. Alors, sur quoi repose l'identité d'un festival? Pour essayer de répondre à cette question, on s'est attardé sur 2 exemples. Le premier exemple, c'est le festival de photos d'Arles, dont un célèbre graphiste parisien qui s'appelle Michel Bouvet a assuré la communication pendant une 12aine d'années. Et donc, lui, il a répondu un festival de photos, on pourrait penser qu'on montre de la photo, mais non, lui, il a fait ses affiches pendant une 12aine d'années avec une illustration. Il y en a eu une certaine quantité avec des fruits et légumes. Ensuite, ça a suivi avec des animaux. À chaque fois, on voit qu'il y a une reconnaissance d'une année sur l'autre, parce que c'est le même style d'illustration. Il y a le même lettrage qui compose les rencontres d'Arles. Donc il y a une cohérence visuelle et un impact. Quand on est dans un couloir du métro avec ces couleurs très flash, on voit tout de suite, on reconnaît tout de suite le Festival d'Arles. Donc il y a une forte cohérence et un parti pris qui est de dire non, moi je ne montre pas de photos.
quand on regarde, là, il y a une dizaine d'années d'affiches, on voit bien que c'est le même style qu'on déroule d'année en année. Et puis, dans les années 2015, le directeur de la communication du Festival d'Arles a changé. Du coup, il y a eu une compétition pour choisir le nouveau graphiste ou la nouvelle équipe graphique qui allait travailler dessus. Et on a eu la chance de pouvoir parler avec Nicolas Ledoux de ABM Studio, qui est l'agence parisienne qui a travaillé sur le Festival d'Arles. Nolwenn en sait quelque chose. Et donc, il nous a raconté qu'en fait, quand le nouveau directeur de la communication est arrivé, lui, par contre, il a voulu, pour un festival de photographie, montrer de la photographie. Et donc, le brief de départ, c'était... Il faut montrer de la photographie, mais non pas pour que le spectateur s'attache à une photographie particulière, mais pour que ça montre que le festival va porter un regard sur la photographie en général. Et du coup, ABM Studio, ils ont gagné la compétition avec une idée et avec une proposition graphique qui est quasiment identique, m'a dit Nicolas, à les affiches qu'on voit dans la rue, c'est quasiment la même chose que ce qui a été proposé pendant la compète. Et donc, leur idée... Vous m'entendez ? Ouais. Leur idée, ça a été de retourner la photo pour interpeller le regardeur et pour que du coup, on ne s'attache pas à cette photo-là en particulier, mais qu'on se dise, tiens, on me parle de photo, qu'est-ce que c'est ? Et je porte un regard un peu sur cette photo, ça m'interpelle, c'est bizarre. Et tout d'un coup, ça me parle de photographie en général, mais pas de cette photo-là en particulier. Donc Nicolas, ce qu'il m'expliquait, c'est que la première difficulté quand on est un studio graphique, en dehors du fait d'avoir la bonne idée, de bien comprendre le brief et d'avoir la bonne idée créative qui va y répondre, c'est d'avoir les arguments pour expliquer aux commanditaires en quoi cette idée-là, elle est vraiment pertinente. La deuxième difficulté, c'est d'avoir en face de soi un commanditaire, un directeur de la communication, un chargé de communication, qui va comprendre l'intérêt de la piste graphique qui lui est proposée. Là, il y avait une troisième difficulté qui était d'arriver à convaincre les photographes d'accepter de retourner leur photographie pour l'affiche du festival. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le directeur de la communication du Festival d'Arles a tellement trouvé cette idée-là intéressante et pertinente que c'est lui qui s'est chargé d'aller convaincre les photographes, qui sont des artistes et qui ne veulent pas que leur œuvre soit dénaturée d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont réussi à les convaincre de retourner leurs photos pour servir le propos du Festival d'Arles. Et donc, du coup, ils ont créé un système où il y a cette photo retournée et puis un cadre qui vient porter toutes les informations. L'idée, c'était ça aussi, c'était qu'il n'y ait pas des logos qui se baladent partout sur la photo non plus, que tout soit encapsulé dans une étiquette à fond blanc, très simple, et que le reste de la photo reste pur. Et donc, ce système-là, il est déclinable. On a vu des visuels de 2017, là, il y a 2018, 2019. Voilà, c'est déclinable à l'infini. Et évidemment, quand le spectateur a vu ça une fois, il comprend tout de suite que c'est le Festival d'Arles qui lui parle. Donc ça, c'est un premier exemple sur le Festival d'Arles où on voit qu'avec Michel Bouvet ou avec ABM Studio, il y a une continuité. En fait, il y a un principe graphique qui est fixé. Et ensuite, il y a une continuité pendant X années, toujours avec le même principe graphique. Deuxième exemple, avec le Festival Jazz d'Or de Strasbourg, c'est Elmo qui travaille dessus depuis 2002. Ça fait 17 ans que Elmo produit les affiches pour le Festival Jazz d'Or. Donc ça, ce sont les premiers supports entre 2002 et 2004. Et on voit que sur ces 3 années-là, on est sur un principe graphique. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le mot jazz qui est en filigrane derrière. Donc on est sur un principe graphique qui se répète d'une année à l'une autre. Mais Elmo va faire évoluer d'année en année la créa. Alors après ces 3 premières années, ils ont travaillé sur des portraits avec un photographe. Je pense qu'il y a un certain nombre de graphistes ici. Vous avez dû voir ces images-là qui à l'époque ont beaucoup marqué. Donc ils ont travaillé sur des portraits pendant un certain nombre d'années. Alors je ne vous montre pas toutes les années, j'en ai sélectionné quelques-unes, où ils mettaient donc en avant des portraits d'artistes. Ce dont on ne se rend pas forcément compte là à l'écran, c'est qu'à chaque fois, il y avait un travail de la couleur des affiches qui était vraiment remarquable. Elles avaient vraiment des couleurs super belles, ces affiches. Voilà, donc ils ont tourné autour du portrait pendant plusieurs années. Et puis en 2015, ils sont revenus à quelque chose de plus graphique, toujours avec ce souci de la couleur et de l'impression vraiment hyper vive. Et en 2016, ils ont produit ces affiches-là, donc très, très modernes sur le mouvement et très visibles.
Et en 2017, ça, je trouve cet exemple-là très intéressant parce qu'ils sont partis sur un principe où il y a les informations de base sur le festival sont au fond de l'affiche en noir et par-dessus sont passées des couches en sérigraphie avec des formes géométriques simples de manière aléatoire. Ce qui fait que chaque affiche va être différente des autres et pourtant, on va parfaitement reconnaître que c'est toujours le festival Jazz d'Or. Ils ont prolongé ce principe en 2018. Donc là, on était juste en 2 couleurs, mais c'est la même idée de fond. Et il y a toujours ce travail de la sérigraphie qui continue cette année, où là, les affiches, donc la mise en page est complètement différente. On voit que ça a vraiment évolué d'année en année. C'est des propositions complètement différentes. Mais il y a toujours ce souci de la sérigraphie et de la qualité des couleurs de l'affiche. Là, c'est un argenté, il y a du doré à l'intérieur de la sphère et on voit que chaque affiche va être différente parce qu'elle va être sérigraphiée différemment l'une de l'autre. Donc voilà, qu'est-ce qui fait l'identité d'un festival ? C'est un visuel fort, alors souvent avec un lettrage et soit une illustration, soit une photo, soit un visuel, quel qu'il soit. Et donc, c'est cet ensemble qui va faire l'affiche et qui va faire la reconnaissance du festival. Ça n'est pas un logo seul. L'intérêt de l'affiche du festival, c'est de faire passer l'état d'esprit du festival, de faire ressentir un peu la manière dont va se passer le festival. Et donc, on a vu avec ces 2 exemples qu'il y a 2 manières de faire. En tout cas, ces 2 festivals ont 2 façons de faire très différentes. Dans le cas d'Arles, c'est vraiment un principe graphique qui est fixé et qui est décliné d'une année sur l'autre. Alors l'avantage que ça a, c'est que les responsables de la communication savent exactement où ils vont. Ils savent aussi qu'ils ne vont pas dépenser des fortunes à chaque fois parce qu'une fois qu'on a fixé le principe graphique, il reste simplement à le décliner. Donc ça permet de mieux gérer les coûts. On peut se poser la question de, au bout d'un moment, on est peut-être un peu fatigué, un peu lassé d'avoir tous les ans exactement le même principe. Mais bon, ça a un intérêt. L'autre système avec Elmo et Jazz d'Or, c'est que là, il y a une variété. Alors certes, parfois 2 ans, 3 ans, on a à peu près la même idée graphique, mais il y a quand même une variété d'une année sur l'autre et une créativité, un renouveau permanent. Par contre, tout le monde n'est pas Elmo, hein, il faut arriver à se renouveler d'année en année. Et puis, on peut se poser la question de la reconnaissance rapide et immédiate. C'est sûr qu'avec Arles, d'une année sur l'autre, on sait exactement que c'est Arles qui nous parle. Avec Jazz d'Or, on le sait un peu moins. Alors, je vais nuancer cette question-là parce qu'au bout d'un moment, les festivals finissent par être tellement connus que ont-ils vraiment besoin d'avoir autant de reconnaissance d'une année sur l'autre ? Bon, voilà, c'est une question. En tout cas, il y a 2 principes, 2 façons de faire différentes. Pour terminer cette conférence, je vais vous montrer des exemples d'identité, pas d'identité, mais on va dire d'affiches de festivals qui nous inspirent. Encore une fois, il y a tellement d'affiches différentes, c'est tellement vaste que c'est quasiment impossible de vous dire voilà les 3 tendances en affiches de festival. Pour faire ce travail-là, il faudrait faire un mardi graphique sur les festivals de musique actuelle, un mardi graphique sur les festivals de théâtre, un mardi graphique sur les festivals de cirque, un autre sur le cinéma, etc., etc. Je pense que si on prenait les choses domaine par domaine, on arriverait peut-être à sortir des tendances. Mais là, c'est tellement vaste que c'est impossible. Donc du coup, on a pioché des trucs qui nous plaisent. Voilà. Et donc, je commence par le Printemps de Bourges, donc festival de musique un peu généraliste. Nous, ce qu'on aime avec ce festival, c'est que ce visuel ne se lit pas tout de suite. Au début, on voit que des couleurs très chatoyantes, très séduisantes à l'œil, et on ne voit pas tout de suite ce que c'est. On ne voit pas tout de suite que ce sont des becs d'oiseaux, de perroquets, enfin, je ne sais pas trop quel oiseau c'est, mais des oiseaux stylisés. Il y a un travail qui est fait sur un peu le lettrage. On voit que ça se décline. Alors là, c'est la même année, hein, c'est 2017, mais là, c'est Rock and Beat. Et là, c'est 2018 avec les volcans. On voit qu'il y a une continuité graphique d'une année sur l'autre. Et ce qui est intéressant, là aussi, c'est de voir comment ça se traduit dans l'espace. Parce que de plus en plus, les festivals, comme il y a un peu concurrence les uns avec les autres,
il faut proposer une expérience vraiment différente aux visiteurs. Et donc, il y a de la déco de plus en plus impressionnante, on va dire. Alors du coup, c'est sympa parce que c'est un nouveau terrain de jeu pour les graphistes. Hein. Ça peut permettre de décliner son identité sur des supports qu'on n'a pas forcément l'habitude de décliner. Et juste, je fais une petite parenthèse. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit en 2018, mais ça, c'est le festival Boom. Donc, on voit qu'il y a des festivals où c'est vraiment totalement délire. Je rigole parce que c'est Réjeanne qui est une grande experte. Totalement délire la décoration qui est proposée pendant ces festivals. Donc voilà, deuxième exemple, on est assez fan de Murmure et du travail qui est fait depuis plusieurs années sur Nordic Impact. Donc juste 2 années, là c'est en 2016, ils avaient dessiné une typo. Je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est donc A, B, C, D, etc. Donc il y a à la fois le coup de pinceau pour le geste créatif très libre et à la fois, là par exemple sur le T, on voit il y a une barre très fine, pareil sur le P ici. Donc il y a un trait, une forme géométrique au fil, très très simple, qui vient contraster avec le coup de pinceau. Et donc c'est dans l'idée de traduire la créativité et la rigueur un peu des musiques électroniques. Et donc tout ça, ça crée un environnement visuel, un territoire de marque, on dirait, si on parlait pour une marque commerciale, très reconnaissable. Nordic Impact, toujours avec Murmure. Murmure a proposé en 2018 un générateur d'affiches. Alors, ce n'est pas les premiers à avoir fait des générateurs de création visuelle, parce que pour ceux qui étaient venus au premier Mardi Graphique, on avait parlé du travail de Stéphane Sagmeister pour la Casa da Musica à Porto, où il avait fait un logo qui représente la Casa da Musica et qui prend... bref, c'est un logo génératif aussi, c'est un des premiers. Mais bon, là, c'est intéressant parce que c'est appliqué sur une affiche. Et donc, vous aviez en ligne la possibilité de choisir vos couleurs, votre forme, votre texture, et ça produisait une affiche de Nordic. Donc là, on voit un exemple. Et effectivement, il y a une cohérence entre toutes ces affiches parce qu'elles sont faites à partir des mêmes ingrédients visuels, on va dire. Autre travail de Frédéric Techner qui date de 2008. Donc là, on est sur Chaumont, festival d'affiches bien connu des graphistes. Là, c'est un travail complètement différent où c'est une mise en abîme de l'affiche dans l'affiche dans l'affiche. On a l'impression qu'on tombe dans un puits sans fond. D'habitude, les affiches, c'est plutôt un coup de poing que vous prenez dans la figure, à interpeller le spectateur. Là, c'est l'inverse. Là, on est un peu aspiré par l'affiche, comme si tout d'un coup, c'était un espace de silence et de respiration dans la ville par rapport aux affiches classiques. Donc, on va dire que ça, c'est une affiche, un classique de l'affiche. Festival de musique actuelle encore avec Calvi on the Rocks. Donc là, on part sur des choses plus sensibles. Des photos en noir et blanc de Calvi avec une espèce de trace de peinture sur le coin des photos, comme si la musique venait colorer cette image de Calvi, le travail de Leslie David en 2014. Et donc, si on va vers du encore plus sensible, pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire, là, c'est le travail de Tom Henny en 2010 pour le Festival de l'improvisation de Lyon. Il a improvisé 100 affiches qu'il a dessinées à la main et qui étaient partout en ville. Donc c'est génial parce que c'est la manière de faire les affiches qui reflète le festival en lui-même, qui reflète l'essence du festival. Donc c'est vraiment intéressant. Il a prolongé un peu cette idée-là en 2012. Il y a la photo d'un monsieur là, qui est en train de courir tout nu sur un fond de couleur un peu flash. Et il va écrire par-dessus à chaque fois spontaneous d'une manière différente et habiller ce monsieur, ou ne pas l'habiller d'ailleurs, d'une manière différente. Et du coup, créer tout un registre d'affiches qui sont à la fois drôles et qui parlent de cette spontanéité et qui parlent de cet art de rue de manière très très libre. Alors là, on commence à être un peu sur de l'illustration. Avec le travail de forme vive, on part sur de l'illustration abstraite. Donc on voit que les affiches de festival, ça peut aller aussi jusque-là, jusqu'à de l'abstraction totale. Forme vive, ils ont été récompensés là, il y a 10-15 jours à Chaumont, je crois, justement. Il y a leurs affiches qui ont été primées. Alors, ce n'est pas celle-là, mais ils ont des affiches qui ont été primées récemment. Donc voilà, donc c'est un travail aussi très, très personnel, très libre.
Et l'illustration, elle est sans fin, elle est sans limite. C'est ça qui est intéressant avec les festivals, c'est que ça peut être un travail de BD, proche de la BD, comme le fait Arrache-toi un œil. Ça peut être plus près de nous à Rennes pour les embellis, le joli travail que fait Johan Buffetot. On voit qu'il y a vraiment tous les styles sont possibles. Et voilà, c'est quelque chose qui nous parle à Pollen parce que c'est vraiment une richesse et une créativité énorme. Il y a un autre type d'affiche qu'on aime bien aussi, qui est totalement en rupture avec ça, c'est les affiches qui sont uniquement basées sur de la typographie. Donc là, c'est un parti pris à l'opposé, qui fonctionne. Là, c'est Brest, le travail à droite, à gauche sur Assis debout couché, à droite sur Agitato. Forcément, Agitato, on sent tout de suite qu'on va nous parler de mouvement, quoi. On va nous montrer du mouvement, des danseurs en mouvement. Autre travail, toujours avec Elmo, décidément, on est vraiment fan sur Assis debout couché. Donc pareil, avec des encres dorées, des très très belles couleurs et un travail typographique super intéressant qui se suffit à lui-même. Et puis on va finir avec le travail de Superscript, un studio lyonnais sur Scopitone à Nantes, qui est aussi un travail typographique. À gauche, alors pareil, il y a sur Tohu Bohu, vous trouverez l'article en ligne. Il raconte, le chargé de com de l'époque raconte comment ils ont travaillé avec Superscript. Ils n'ont pas fait d'appel d'offres. En fait, ils en avaient un peu marre de faire des appels d'offres. Donc ça existe, des commanditaires qui ne font pas d'appel d'offres. Ils sont allés directement voir Superscript. Et Superscript a une manière de travailler un peu particulière. Ils travaillent sur une seule piste. Ils proposent cette seule piste. Et soit ça passe, soit ça casse. Donc si ça passe, ils continuent de travailler dessus avec le client. Si ça casse, soit le client va voir quelqu'un d'autre, soit éventuellement ils font une deuxième proposition. Mais voilà, c'est leur manière de travailler. Alors après, c'est Superscript, donc c'est pas n'importe qui non plus. Mais donc là, sur le visuel de 2013 à gauche, ils avaient travaillé sur cette idée de labyrinthe parce que c'était lié avec certaines propositions qu'il y avait pendant Scopitone. Et à droite, ils ont travaillé en 2014 sur une typographie faite à partir d'un repérage qu'ils ont fait en ville. Et donc sur le côté industriel de la ville, traduit par une typo. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les gens de Scopitone ont fait une expo pour présenter tout le travail qui a été fait justement avec les repérages typographiques qu'ils ont fait en ville. Je suis désolée, l'image est un peu basse def, mais il y avait un container qui était exposé en marge de l'exposition, dans lequel les gens pouvaient aller découvrir le travail de Scopitone. Il y avait les échanges de mails, il y avait l'évolution du projet. Et donc, voilà, on trouve ça forcément intéressant qu'il y ait des responsables de la communication de festival qui aillent jusqu'à montrer un peu les coulisses du travail entre commanditaires et créatifs. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ce soir. Donc, en résumé, créer l'identité d'un festival, c'est au-delà d'afficher la programmation, comme c'est souvent le cas dans les festivals de musique, où effectivement ce sont les têtes d'affiche qui font venir les spectateurs, c'est faire passer l'émotion, c'est faire passer le style, l'état d'esprit du festival avec un visuel et avec une liberté créative absolument totale. C'est sans doute ça qui plaît aux graphistes lorsqu'ils font l'identité d'un festival, c'est qu'on les pousse plutôt à être le plus créatif possible. Première chose. Deuxième chose, ça va être extrêmement visible parce que souvent les affiches sont partout dans la ville. Et j'avais une troisième chose. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais plus, je sèche. La créativité. Je vais regarder sur mon anti-sèche parce que là, je ne sais plus, j'ai un trou. Désolée. Non, c'est tout. C'était tout. C'était la liberté graphique et puis le fait d'être affiché partout en ville. Je pense que c'est deux moteurs qui font bouger les graphistes. Voilà. Merci. Merci. Alors, je vais peut-être faire passer le micro. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des questions à poser déjà. Ce n'est pas une obligation, mais si peut-être vous avez besoin de compléments d'infos ou... Non ?
Bon, bah alors on va passer à la table ronde. Du coup, ce soir, on va parler de 2 festivals. On va parler de Travelling, le festival Travelling, avec Séverine Létendue, qui est la responsable de la communication de Clair Obscur, qui gère le festival Travelling, et avec Anthony Folliard, qui est graphiste et sérigraphe et enseignant à l'Atelier du Bourg. Et puis, on va parler aussi du Festival des Nuits de la Mayenne avec Antoine Gautreau, qui est chargé de communication de Mayenne Culture, et avec Charlotte Bouvet, qui est graphiste à Pollen Studio. Et c'est Stéphane qui va animer la table ronde. Donc, je vais peut-être vous inviter à venir vous asseoir. Merci Laurence. On peut les encourager là. C'est ça. Vous, c'est après. Donc, je suis Stéphane Schulz. Donc, j'ai le même nom que Laurence. C'est pas un hasard. Je ne sais pas. Je dois être la seule personne dans la salle qui ne travaille pas dans la communication. Donc, je vais jouer le rôle un peu du candide. Et alors, j'ai préparé quand même. J'ai des antisèches. Donc, l'idée de cette séquence, enfin de ces 2 séquences, c'est là on a vu finalement le quoi, c'est-à-dire on a vu énormément de résultats, énormément de choses. On a vu aussi ce que les graphistes aiment, et ça je pense que c'est important aussi, c'est aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup de subjectifs. Et là on va essayer de voir ensemble le comment et le qui aussi, c'est-à-dire de regarder là ce qui va nous intéresser, c'est ok, ça c'est fantastique ces résultats, mais finalement comment est-ce qu'on y arrive? Et on va voir, vous pouvez déjà le voir physiquement, que c'est pas un travail dans son coin, isolé. Alors peut-être des fois on peut envoyer son affiche et dire c'est à prendre ou à laisser, mais ma petite expérience montre que c'est quand même rarement le cas. Et donc c'est un travail ensemble, une sorte de symbiose en fait. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble finalement, c'est comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire on va soulever le capot, on va regarder, je vous épargne toutes les métaphores, on va regarder de l'autre côté du miroir. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. C'est vrai que quand on a préparé ensemble, vous nous avez dit que finalement on ne vous demande pas souvent ça. C'est-à-dire on vous dit montre-moi ce que tu as fait, mais on ne vous demande pas souvent comment ça se passe. Donc on va essayer à travers ces 2 expériences, ces 2 doubles expériences, de mieux comprendre finalement comment ça se passe. Et là aussi, je compte sur vous après, à chaque fois pour poser des questions. Donc gardez bien vos questions, n'hésitez pas, soyez pas timides. C'est maintenant ou jamais pour comprendre comment on produit finalement ces choses-là. Donc j'ai toute une série de questions, mais Anthony ou Séverine. Donc Séverine plutôt côté commande et Anthony côté réalisation, création. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est comment ça se passe de créer un produit. Alors vous allez nous montrer les affiches de Travelling, parce qu'on va parler des affiches et de l'identité visuelle, mais voilà, on veut comprendre. Non, ça c'est pas ça. Voilà, ça non plus, c'est pas ça. C'est du direct. Donc, quelles sont vos questions? Non. Donc on va repartir sur les affiches de Travelling. Donc peut-être vous pouvez nous raconter, alors d'abord pourquoi vous êtes là tous les deux, pourquoi vous êtes encore là tous les deux, depuis quand, comment ça s'est passé, c'était quoi votre première rencontre? Apparemment c'est bien passé quand même. Je vais commencer, puis tu complètes, Séverine, si tu veux. Déjà, merci de nous avoir invités, parce qu'effectivement, c'est assez rare qu'on ait la parole pour parler de ces expériences-là. On a plutôt l'habitude d'être dans le visuel que dans la parole. Du coup, on va essayer de le faire, même si ce n'est pas un exercice facile. On se connaît depuis 2016. Je sais pas. Okay. Ça se perd dans la nuit. Donc depuis 3 ans, ça fait combien de festivals? 4 ans. 4 festivals. On a fait 4 festivals ensemble et on attaque a priori le 5e, s'il n'y a pas de couac à l'issue de cette table ronde. Et on s'est rencontrés, pour faire simple et court, sous les recommandations d'une personne qu'on connaissait en commun. Il travaillait avec un autre graphiste avant qui s'appelle Éric Jacob, qui a choisi de partir vers l'enseignement et de se donner la vie un peu plus facile que celle de graphiste, en fait. Et du coup, il cherchait quelqu'un. C'est vrai, il l'a dit comme ça. Hein, mais... Et du coup, il a cherché quelqu'un à proposer à Clair Obscur, l'association Clair Obscur, pour poursuivre le travail, en fait. Donc il a fait une proposition, on s'est rencontrés, et comme
Et comme ça s'est pas trop mal passé la première année, eh ben on a continué en gros quoi. Donc clair-obscur, Séverine, peut-être qu'on peut en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous êtes une multinationale et vous êtes 250, vous êtes dans une grotte à Rennes. Comment ça se passe? Vous êtes qui et comment ça se passe concrètement? Alors, on est dans une grotte à Rennes, à Villejean. La célèbre grotte de Villejean. Voilà. On est basé dans une ancienne école et pour l'instant, on est dans la cour de l'école pendant encore un an. Le Clair-Obscur est une association qui a été créée en 89 par des étudiants de l'université Rennes 2. Et il faut se rappeler qu'en 1989, il n'y avait pas de festival à Rennes, en tout cas pas de festival de cinéma. C'était des gens qui étaient passionnés de cinéma. Je ne vais pas parler à leur place, hein, mais donc ils ont créé le festival Travelling. Le principe au départ, c'était faire découvrir une cinématographie étrangère à travers une ville, une capitale en général, la capitale du pays. Même si ils ont pu voir Marseille, par exemple, qui n'était pas la capitale de la France. On n'a jamais fait Paris, du reste. Enfin, tout au long, le festival a fêté cette 30 éditions. On n'a pas les illustrations de Travelling, alors on va meubler. Qu'est-ce que je disais du coup donc c'était la 30e édition au mois de février. C'est une année, une ville, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés, qui ont déjà vu Travelling? Vous êtes déjà allé voir Travelling? Ça vous a plu? Il y a des entrées gratuites? Non, c'est pas vrai. Je les aurai bientôt. Donc chaque année, donc le thème, c'est une depuis ville. 30 ans, en tout cas, le début du festival, c'était vraiment mettre en avant une cinématographie étrangère. Vous pouvez vous imaginer que le festival s'est développé. Des gens sont arrivés. On est 7 à l'année, pas en équivalent en temps plein. Il y a eu un autre festival qui s'appelle le Festival Junior, Travelling Junior, qui était vraiment dédié au jeune public, qui n'était pas au même moment. Pour plein de raisons budgétaires, organisationnelles, ils ont décidé de fusionner les deux. Donc il y avait 2 sections. On parle de sections dans les festivals de cinéma. Donc il y avait la section avec la ville invitée, la section junior. Et ensuite, comme ça, il y a eu d'autres propositions artistiques. Donc d'autres sections se sont un peu formées, j'ai envie de dire, tout à fait naturellement au fil des envies. Il y a quelques années, avant que je travaille avec Anthony, il y a toujours eu des créations de ciné-concerts au Festival Travelling. Mais elles étaient un peu disséminées à droite, à gauche, côté jeune public, côté ville. Donc moi, j'ai souhaité les mettre plus en avant. Donc on a créé une section musique et cinéma. Ça va faire 5-6 ans maintenant. Donc en général, les créations sont accompagnées de rencontres. Il y a eu d'autres envies aussi. Avant, ça s'appelait « C'est arrivé près de chez nous ». C'était les films liés à la Bretagne, donc produits ou réalisés en Bretagne. Aujourd'hui, ça s'appelle À l'Ouest. Donc, vous voyez, tout au long de ces 30 dernières années, il y a eu la création de sections. Et ça, c'est vraiment l'artistique qui le décide. Et après, moi, je n'ai pas mon mot à dire sur l'artistique, bien sûr, mais par contre, j'aide à structurer. Je prenais l'exemple de musique et cinéma. Et à côté de ça, on ne va pas en parler ce soir, mais Clair-Obscur aussi s'est développé en répondant à des appels d'offres d'institutionnels comme la région Bretagne. Et on coordonne lycéens et apprentis au cinéma en Bretagne, qui est un dispositif d'éducation à l'image. Alors vous êtes encore un petit peu jeunes, certains d'entre vous. Vous avez peut-être fait ça au lycée. Vous êtes allé 3 fois au cinéma dans l'année. Vous avez eu des cours avec des professionnels. Donc nous, on coordonne au niveau de la région, mais il y a aussi d'autres dispositifs qui s'appellent collège au cinéma, école au cinéma, enfin voilà. Donc du coup, on s'est développé, j'ai envie de dire, en dehors de l'aspect événementiel. Mais il nous arrive aussi de participer à des événements nationaux, par exemple la fête du court-métrage, ou alors le Mashup Film Festival, voilà. Et on a toujours eu aussi des programmations à l'année. Je ne vais pas trop m'étendre, mais on a des rendez-vous à l'Arvor une fois par mois, mais on a travaillé avec le Cinéville, on a travaillé avec d'autres salles. Voilà. Donc c'est une particularité des festivals, c'est qu'ils ont souvent, et on le verra encore plus avec Mayenne Culture tout à l'heure, ils ont un ancrage local. Donc comment vous gérez ça au niveau de la réflexion finalement créative, tous les deux, sur le fait que c'est un festival rennais, pour des Rennais, et avec la particularité que vous parlez d'autres villes en fait. Donc comment ça fonctionne là-dedans, et quelle est peut-être la particularité par rapport à ce qu'on a vu de votre choix créatif, puisque si j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt dans la logique des dernières affiches d'Arles, c'est-à-dire il fallait montrer aussi dans l'affiche, dans l'identité, il fallait aussi montrer le contenu quelque part, c'est-à-dire il n'y avait pas forcément une création
spécifiques. Alors là, c'est vraiment lié à l'historique du festival Travelling. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer les images, mais... Si, les voilà, elles Ah arrivent. bah voilà, très bien. La magie d'Internet. Donc, au départ, les créateurs du festival Travelling ont fait appel à des BDastes. Donc, pendant très longtemps, moi j'ai commencé, non, c'était déjà fini. Voilà, ils ont fait appel à des non-professionnels graphistes. Je pourrais en parler un peu si vous voulez, mais donc c'était des BDastes, des gens très connus, comme Bilal et consorts, ou Squitten. Voilà, c'était une envie de leur part, et à chaque fois, il fallait qu'ils mettent en avant la ville invitée. Voilà, moi, je suis arrivée il y a une quinzaine d'années. C'était une illustratrice finlandaise avec un blaireau. Alors, je vous dis pas quand je suis arrivée au mois de septembre avec Un cette blaireau, magnifique... un animal d'un blaireau. L'animal, là, bon, c'est pareil, je vais pas m'étendre. Et donc, il faut quand même savoir qu'un BDaste fait très bien ils savent très bien faire leur travail, mais ils sont pas forcément affichistes. Je trouve ça bien comme bizutage quelque part. Oui. Alors après, il y a donc ce que disait Laurent, il y a vraiment le visuel et après le maquettage. Donc moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec Eric Jacob, qui maquettait et qui en parallèle faisait une création pour Travelling Junior. Le thème imposé, c'était un éléphant. Donc voilà, il faisait le visuel et le maquettage. On l'a à l'écran là derrière, c'est ça? Voilà, par exemple, sur Google Images. Et il y avait toujours un petit clin d'œil à la ville invitée. Voilà. Donc là, je ne sais plus, c'était Oslo. Voilà, aux 20 ans du festival déjà, on a vraiment souhaité modifier et on est passé du graphisme, de l'illustrateur à la photo, pour le coup. C'était pour marquer le coup. C'était Travelling Jérusalem aussi. Ça a été très très compliqué. On pourrait faire 2 heures d'explication sur cette affiche. Aussi parce que c'était Jérusalem. J'accélère un petit peu le mouvement. Et comme je vous ai pris un petit peu 2-3 minutes pour vous expliquer que le festival, ça n'a plus été que la ville invitée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a eu d'autres choses qui se sont créées. L'envie de communiquer sur le travelling. Et en fait, ce qu'il faut savoir après, mais là, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, et je m'excuse si je dis des bêtises, mais c'est très compliqué de travailler avec une ville différente tous les ans. Vous pouvez vous imaginer que les acteurs, ce n'est pas les mêmes, les institutionnels, ce n'est pas les mêmes. Et le réalisateur qui vous a promis son avant-première, eh ben, en fait, il n'a pas fini son montage. Voilà. Donc, vous êtes toujours tributaire du pays ou de la ville. Et donc, on a toujours été, moi et ma collègue, elle a toujours été frustrée parce que finalement, le film ancien qu'elle pensait avoir, il n'y a plus de distributeur, ou alors la copie, elle est pourrie, ou alors il faut payer le sous-titrage. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu d'autres envies de développer d'autres sections. Après, on a voulu aussi mettre en avant, moi je sais pas, je pense à l'Ouest par exemple, des films bretons ou quoi. Et du coup, l'histoire de mettre toujours cette ville invitée en avant, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Alors évidemment, ça représente en budget, en nombre de pages sur le programme, ça représente beaucoup. Mais au regard des créations, au regard du jeune public... Après, je n'ai pas noté, mais il y a un nouveau directeur qui est là depuis 5-6 ans maintenant. Vous êtes une équipe de combien pour On est 7. On réalise, vous êtes 7. Ouais. Donc et dans les gens qui vont travailler sur cette affiche, qui vont réfléchir, qui vont faire des allers-retours, vous êtes combien? C'est tous les 7 ou ça Non, se passe pas du comment? tout. Oh non, mais moins le monde possible. Hein. Enfin, je veux dire, faut jamais demander les avis à tout le monde. Hein. Là, je sens des... Hein, Il y a du vécu, là. Ah non, mais une personne, un avis. Enfin, vous vous rendez compte. Moi, c'est pas enregistré, j'espère. Enfin, vous ne demandez jamais à personne. Vous ne demandez pas au CA, vous cachez des trucs à votre directeur. Enfin, Ouais. Non, mais c'est horrible. Là, il y a une espèce de politique, gestion politique du projet pour que... Oui, alors, je reviens juste sur mon idée de ville parce que c'est vraiment symptomatique. C'est que, comme je vous disais, il y a l'image où il y avait écrit... Enfin, vous voyez Oslo, par exemple, c'est écrit en gros, c'est une photo d'Oslo, tout ça. Et donc, la volonté de l'équipe, surtout, même de l'équipe, même de moi, des gens qui étaient moins liés à l'artistique, on voulait moins mettre en avant la ville invitée. Alors là, ça a été les gros débats avec le CA, parce qu'il y avait des gens qui étaient là depuis dès le commencement, et c'est vrai que c'est très important. Donc il a vraiment fallu faire tout doucement, au fur et à mesure des années. Alors on a vu passer tout à l'heure la photo de Séoul, c'est la nana qui se fait, vous voyez, enlever. Alors Anthony, on parlera tout de suite là, parce que je voudrais repartir sur le travail qu'on fait avec Anthony. Le couple, nous on veut l'histoire du couple. Voilà, c'est ça. Bon. Et, du coup, je reviens au début. L'historique, c'est vraiment une image, soit qu'on commande,
en tout cas pour les vidéastes, soit qu'on trouve sur Internet, donc c'est pareil, on ne va pas en parler, c'est horrible, soit on a la chance de... Voilà. Et ensuite, on trouve un graphiste pour maqueter. Donc moi, je travaille, donc, comme je disais tout à l'heure, avec Eric Jacob. Il nous a présenté Anthony. Ça s'est fait un peu tard. C'était au mois de juin, juillet. C'était compliqué. Voilà, il fallait qu'Anthony recrée littéralement un programme sur ce que Eric avait fait déjà, qui était à améliorer, ça sûr et certain. En même temps, on n'avait plus envie de mettre la ville en avant autant, mais il fallait batailler avec le CA. Donc, et moi, j'étais au milieu. Un brief ultra simple pour démarrer, quoi. Du coup, je parle de quoi? De l'affiche? Comment vous êtes rencontrés? Moi, je suis désolé, je suis têtu. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Comment ça s'est passé? Oui, en gros, on avait peu de temps pour remettre en question le travail déjà réalisé par Eric pendant de nombreuses années, même si en général, quand on fait appel à... ou quand un nouveau graphiste arrive, pour ma part en tout cas, j'aime bien mettre ma patte et pas juste être le maquettiste pour le coup. Et du coup, je l'ai mis un petit peu, pas beaucoup. Et puis on a travaillé avec ce qu'il y avait déjà en place, c'est-à-dire de partir d'une affiche, d'une photo extrait d'un film. Le film s'appelle... Voilà. Et du coup, quelqu'un connaît peut-être? Merci, The Host. Il y en a qui sont meilleurs cinéphiles que nous. Oui, oui. Et du coup, après, on voyait tout à l'heure dans la présentation de Laurence un travail pour une affiche entre un visuel et un lettrage. Du coup, dans le cas précis, ici, j'ai essayé de faire un travail de lettrage sur cette image de The Host que vous aviez, je crois, choisie à la base cette année-là, non ? Je crois. Vous aimez bien. Il y avait l'idée de personnage, de mouvement. Ça réunissait plusieurs choses, quoi. En fait, il y a une affiche, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Travelling Istanbul. C'était une affiche, c'est un homme qui plonge. Et en fait, on l'avait retournée. Et on voulait garder cette idée, c'est-à-dire beaucoup trop de choses en même temps. Hein, mais c'est-à-dire plutôt couleur, la ville et en mouvement. Voilà. Et donc, du coup, on avait cherché... et comme je disais tout à l'heure... Le mouvement, c'est à cause du travelling, c'est-à-dire c'est de non, rester mais sur t'intellectualises trop le truc, là. Non, non. Non, le mouvement, parce qu'on est un festival de cinéma. Donc, voilà, on essaye de rendre le mouvement à travers la photo, hein, ce qui est une très mauvaise idée, parce que c'est un peu compliqué. Et ce qu'il faut savoir, sur cette année-là, j'avais pas d'argent. Donc, 0 € l'affiche. Hein. Enfin, pas l'affiche, pas le travail de Anthony. L'image. Voilà, on nous l'a donné. Donc, Anthony, pardon, c'est un avantage de travailler avec une image de cinéma, c'est un inconvénient. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On essaie de proposer autre chose? Des fois, on dit j'ai pas le choix, donc je vais faire avec. Là, j'avais pas trop le choix, donc j'ai fait avec. Et du coup, mais après, on s'était dit si ça se passe bien, on pourra faire quelque chose de plus construit et réfléchir en amont les choses, etc. Parce qu'on parle beaucoup de l'affiche, on a montré beaucoup les affiches, et j'en parlais quand on avait fait notre petit rendez-vous avant. Les 3/4 du travail sur Travelling, par exemple, c'est la construction ce qu'on appelle le catalogue ou le programme. Le programme avec 80 et quelques pages qui présentent tous les films qu'il y aura pendant le festival. On voit à l'écran là. Et du coup, il y en a une quantité astronomique, quoi. Et à chaque fois, pour chaque film, il y a la fiche descriptive, le synopsis, une photo, blablabla. Et ça, c'est pareil. Donc ça, c'est vous qui demandez au producteur quelle image en fait il peut fournir, évidemment libre de droit, pour le catalogue. Ça se passe comme ça? Oui. Les photos sont disponibles chez les distributeurs. Ouais. Vous tapez sur Google HD. Le plus compliqué, c'est que le festival Travelling n'est pas qu'un festival de films récents. Donc, tous les films qui sont dans les années 80 et qui n'ont pas été réédités, c'est l'enfer. Enfin, les photos sont pourries, quoi. Après, elle va être très drôle parce qu'elle va avoir un grain assez sympa. Il nous est arrivé de prendre des films et faire des shoots, vous savez, alors qu'on est en lecture sur notre site, sur notre ordinateur, ce qui est assez rare maintenant quand même. Mais c'est vrai que quand on parle de la ville invitée, en général, c'est une rétrospective. Ça peut partir du début du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. Donc ça peut être assez compliqué. Bon,
Après, pour ceux qui ont déjà eu le catalogue dans les mains, les photos ne sont pas très très grandes, hein. Ça reste raisonnable. On fait le choix de mettre une photo par film. Plus celles qui servent d'intercalaire, hein, c'est ça, qui sont des photos un peu emblématiques de toute la thématique, c'est ça? Ouais, du coup, là, on ne voit pas forcément l'entièreté du programme. Là, sur le site, il y a juste quelques images, mais c'est un travail qu'on a fait petit à petit, d'année en année, en fait, avec Clair Obscur. À chaque fois qu'ils me reconfiaient le travail de création, c'était l'occasion pour moi de re-questionner avec eux le projet, comment on le mettait visible, qu'est-ce qu'on avait comme idée de qu'est-ce que c'est ce festival travelling. Et du coup, ça génère des discussions. Il y a des fois, j'ai envie de faire passer quelque chose. Je cherche un peu. Des fois, ça passe. Et Séverine m'aide. Et puis, bon, c'est de la négociation, en fait. Et comment ça se passe? Vous êtes alliés pour convaincre d'autres gens chez Clair Obscur? On ne veut pas connaître de secrets, hein, on est entre nous, mais... Non, moi, je fais pas partie de Clair Obscur. Je suis pas Clair Obscur. Je suis l'Atelier du Bourg. Du coup, je défends aussi, moi, mon parti pris en tant que graphiste, que créateur. J'oserais peut-être dire comme artiste. Et du coup, là-dedans, j'ai un savoir-faire, une expérience. Du coup, j'essaye de voir avec eux comment ne pas retourner toujours dans les mêmes travers et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné et comment l'améliorer. Moi, c'est mon rôle, on va dire, là-dedans. J'essaye d'être ce regard extérieur par rapport à eux aussi. Et du coup, c'est là où Séverine fait l'intermédiaire parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, les gens n'ont pas toujours dans toute l'équipe les codes pour expliquer pourquoi je choisis de changer de police de caractère ou de réduire telle chose, d'imposer qu'on va faire un intercalaire entre chaque section et qu'on va avoir moins de place pour des films ou des pubs. C'est mieux s'il y a un nombre de pages qui est multiple de 4. Des choses. Exactement. C'est plus facile. Hein. Bon, il y a plusieurs étapes. On ne discute pas avec tout le groupe. Du coup, en général, il y a Séverine. On discute énormément ensemble. Et puis, quand on a trouvé quelque chose qui nous semble vraiment cohérent avec elle, sa connaissance de l'équipe aussi et des attentes de l'équipe, c'est là où on va le proposer en général à la direction artistique. Et puis... Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour le 30 là? Parce que vous avez tous vu, il y a une vraie rupture là. On n'est plus sur une affiche de film. On n'est plus Après, sur une photo de juste film. pour revenir à ce que tu disais, Anthony nous a vraiment aidé moi je trouve, à structurer un peu. Je dirais pas, je sais pas si Clair Obscur ou d'autres, les structures comme ça, les petites structures comme la nôtre, on n'a pas le temps quoi, de se poser, de dire notre projet, de poser le truc, de prendre 2 ans pour réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire le 6 octobre, quoi. On est tellement dans le rush qu'on n'a pas la possibilité de se poser. En plus, notre nouveau directeur, il est arrivé, il fait il faut qu'on écrive un nouveau projet. C'était là. Bon, alors du coup, tout ça, ça se chamboule un peu dans notre tête. Pour le 30 ans, c'est toujours la même idée, c'est avoir... alors Anthony donnera son avis, bien sûr, mais moi, je voulais une rupture pour les 30 ans. Vraiment. Et pour plein de raisons. Parce que 30 ans, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses à Rennes. On ne parle jamais de concurrence dans la culture, ça n'existe pas. On travaille avec énormément de gens. Je pense qu'on est vraiment une structure qui travaille artistiquement avec plein de gens différents, la musique, le théâtre, le cirque même, et d'autres choses. Voilà, on est un peu pressé par nos institutions, on est un peu pressé par les autres. On sent que voilà, ça se bouscule, il y a de nouveaux acteurs. Vous savez très bien qu'il y a de nouveaux festivals de cinéma qui arrivent à Rennes. Enfin voilà, les budgets, ils sont pas. Et en même temps, je sentais bien qu'à Travelling et à Clairops, j'avais vraiment envie de marquer. C'est l'histoire du festival, c'est-à-dire faire appel à une illustration et le faire maqueter par quelqu'un d'autre. On aurait pu demander à l'Atelier du Bourg de le faire, on l'a pas fait. Ça, c'est des discussions internes aussi. Moi, les difficultés aussi que j'avais de récupérer une image. Parce que j'ai pas que des images gratuites, malheureusement. Et j'ai pas tous les ans une exposition comme les 2 années précédentes qui m'offrait des choses très intéressantes. Alors, on pourra parler, vous aimez pas de la personne avec sa petite gilet rose fluo qui tond la pelouse.
Mais voilà, ça faisait partie d'une expo et j'avais pas envie de reproduire la même chose une troisième fois avec le même partenaire pour pas que ça marque le temps, quoi. Pour pas qu'on se dise, ah bah tiens, c'est bon, ils vont faire la pub pour notre exposition. Donc on a eu là je vais laisser parler Anthony, on s'est mis d'accord qu'on ne travaillerait pas ensemble sur la création d'un visuel, mais qu'il continuerait à le maqueter. Et on a fait des recherches. Ouais, c'est toujours même des questions de vocabulaire. Parce que pour moi, le visuel, c'est tout ce qui se voit. Et du coup, le lettrage comme l'image sont visuels. Bon, après, c'est tout un tas de choses. La maquette, c'est visuel aussi. Enfin bref. Et du coup, c'est là où des fois, on essaye de trouver la bonne façon de placer aussi les choses. Ce qu'on avait fait les 2 années précédentes, c'était... on en a parlé tout à l'heure avec Arles, son cartouche. On m'en a beaucoup parlé après que j'ai proposé de faire ce travail-là sur Travelling. Sincèrement, je n'ai pas travaillé avec Arles en tête quand j'ai fait ce travail-là. C'est plutôt avec un travail de communication qu'a fait la Cinémathèque de Tanger sur une espèce d'évocation de ces gros panneaux façon Hollywood là qu'on trouve au-dessus des cinémas, avec le titre du film qui apparaît. L'année d'avant, c'était sur la ville invitée, c'était Tanger, où le focus, c'était Tanger. Et ce que je voulais, c'était plutôt... pour moi, Travelling, c'est quelque chose d'installé, d'institué. Ça fait pratiquement... Non, ça fait 30 ans cette année. Du coup, je leur ai proposé qu'on travaille les choses autrement, et un peu comme ce que tu as évoqué tout à l'heure, Laurence, qu'on travaille sur une continuité, d'essayer d'installer quelque chose et que quand on pose cette affiche-là dans la rue, on sache que tiens, c'est en ce moment qu'il y a Travelling ou c'est dans une semaine. Et je crois que ça a plutôt bien fonctionné. En général, les gens ne se souviennent pas exactement de l'affiche, mais ils disent le machin avec le cartouche sur le côté. Et en gros, ça veut dire que j'ai réussi à toucher un tout petit peu la mémoire des gens au milieu de la foultitude de... Justement, c'est peut-être une dernière question, et puis après on va enchaîner, et puis vous reviendrez après. C'est quoi les critères alors on peut parler de réussite, c'est quoi pour vous en fait un succès, quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous avez les mêmes tous les deux? Pas forcément. C'est quoi pour toi en fait de se dire bah tiens le 28 je l'aime bien par exemple, pourquoi? C'est quel critère? C'est ce que les gens te disent, c'est ce que toi t'en penses, c'est ce qu'en pensent les autres personnes de l'atelier? Il y a les deux forcément. On va dire il y a 3 retours possibles. Il y a en général si la personne avec qui je collabore, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, s'ils sont contents à la fin, c'est quand même chouette quoi, plutôt que de partir fâché. Si je reçois quelques bons retours de mon entourage, mais pas que. Mais en général, on ne nous dit pas beaucoup quand c'est moche, on ne vient pas trop nous voir. Par contre, on vient nous faire un petit mot quand les gens ont repéré notre affiche dans la rue. Du coup, quand on a quelques retours comme ça, c'est agréable aussi. Et puis le troisième retour, c'est mon propre retour. C'est quand 2-3 semaines ou 2-3 mois après, je revois l'affiche et qu'elle me plaît à peu près encore, c'est que j'ai pas trop mal bossé aussi. Et ça, dans tes autres activités, tu fais pas que des festivals, c'est vraiment particulier? C'est quelque chose qui est particulier au festival, cette approche? Non. On travaille beaucoup sur de l'éphémère, c'est vrai. C'est quelque chose qui est parfois assez difficile d'ailleurs, parce qu'on travaille pendant des mois et puis l'affiche ou le programme... sont présents 2 semaines et puis après ils disparaissent quoi. Et du coup c'est la même chose pour des saisons, pour de théâtre, pour dans les musiques actuelles. Enfin on travaille principalement avec le secteur culturel parce que ça nous intéresse, parce que les gens qui développent des projets dans ce secteur-là développent des choses passionnantes et que ça nous motive pour créer des choses. Mais voilà. Mais on travaille aussi sur de l'édition et du coup là le temps est totalement différent quoi. Ça rentre dans la bibliothèque et puis ça perdure un peu plus. Ok, merci. Moi, déjà c'est quand moi je suis contente, c'est déjà pas mal. Ensuite c'est quand j'ai réussi à mettre tout le monde d'accord, donc et que le CA il est content, et que
que monsieur. Le CA, c'est le conseil d'administration Oui, pardon. de Clair Obscur. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas du tout dans le CA, donc pas celle-ci, mais d'autres. Voilà, quand j'ai réussi à faire, en tant que responsable com ou chargé de com, vous êtes au milieu, quoi. Donc vous êtes toujours, enfin, vous voyez, vous devez contenter tout le monde. Et quand vous arrivez à contenter tout le monde, ouf. Donc on a un peu de stress avant. Après, le public, on a rarement des retours, mais cette année, on a eu des retours. J'ai eu des petits mots sur Facebook. Oh, elle est belle. Voilà. Après, moi, ce que j'essaye, moi, j'aime bien les affiches quand je les trouve belles. C'est-à-dire qu'on peut les garder. Vous voyez, moi, j'ai des affiches que j'ai chez moi, pas de travelling, hein, que je garde depuis des années. Ça me rappelle trop le travail, je suis désolée. Il y en a certaines que j'aime beaucoup, hein. Mais du coup, voilà. Visuellement, c'est vraiment un bel objet et qu'en plus, on arrive à faire passer les infos, genre c'est quand, c'est où. Et pour cette année, enfin, tu raconteras plus la fabrication de cette année si tu veux, mais enfin, ça a été un petit peu long quand même. Je vais vous couper pour passer aux autres et puis vous reviendrez après. De toute façon, il y aura sûrement des questions. Je crois que merci vraiment, en tout cas, de nous soulever un peu le capot comme ça. Et j'espère que vous appréciez. On peut les applaudir. Merci. On peut prendre quelques questions tout de suite. Si quelqu'un peut courir avec le micro. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions sur travelling et la manière dont ça se passe là-bas? Je vais vous repasser mon micro. Bonsoir, merci pour l'intervention. Moi, j'avais une question sur le contenu vraiment entre vous, du coup, et Anthony. Est-ce que vous arrivez à donner tout le contenu du programme en une seule fois? Il y a combien d'allers-retours? Parce que moi, je fais ce travail et du coup, c'est horrible. Donc, j'aimerais savoir si c'est partout pareil ou pas. C'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Et par rapport à ce qu'a évoqué Séverine tout à l'heure, c'est vrai que le travail qu'on a, c'est aussi beaucoup de la politique, de la discussion. On a mis du temps à trouver le bon fonctionnement. Non, on ne reçoit pas tout le contenu d'un coup. Il est même étalé sur de nombreux mois. On a trouvé tout un système. On impose même des fois certaines choses à toute l'équipe de travelling qui organise le festival, de programmer des choses alors qu'ils ne sont pas toujours chauds pour les programmer si vite, on va dire, pour que nous, on ait le temps de les mettre en place. Mais le timing sur travelling en particulier, est très très serré. Une semaine avant qu'ils reçoivent le programme pour la conférence de presse officielle, j'envoie le truc à imprimer, quoi. On n'a pas d'autre délai. Mais du coup, faut pas trop se foirer. Du coup, on s'y met à fond avec Séverine pendant des semaines et des semaines, en gros. Après, un festival de cinéma, quasiment tous les festivals que je connais, le catalogue arrive le jour du festival. Nous, on n'a pas de catalogue. Vous voyez. On reviendra sur peut-être la définition qu'est-ce que c'est qu'un catalogue. Nous, il y a eu un choix, je le reçois 2 semaines avant. Donc là, il faut que je sois livrée le 27 janvier. Il faut que ça parte à l'imprimerie 1 semaine avant. Et ensuite, il faut ou plutôt avant, on travaille beaucoup sur, moi c'est mon travail, sur le chemin de fer. Qu'est-ce qu'on met dans quel ordre? Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vos partenaires qui programment, ils ont programmé plus de films que l'année dernière. Ou alors, ils ne savent pas combien de films ils vont programmer. Ils ne savent pas non plus le nombre de rencontres, le nombre d'ateliers. Enfin bref, donc vous faites un premier chemin de fer. Donc vous essayez de structurer, puis vous essayez de trouver les infos dans les couloirs. Vous voyez, parce qu'il y a des trucs qui passent comme ça. Donc on essaie de les trouver, ces informations. Et au fur et à mesure des semaines qui se passent, je fais 1 chemin de fer, 2 chemins de fer, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'ai dû aller jusqu'à 10. En parallèle, Anthony, voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, il nous a aidé à structurer un petit peu, à rendre les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus visibles. Mais non, c'est impossible il y a 84 pages. Il y a déjà une grosse partie qu'on fait au dernier moment, le sommaire, l'index, voilà, toutes ces petites choses-là. Il y a des infos qu'on essaie d'avoir très tôt,
ça ne marche pas non plus. Les actions culturelles, tu pourrais dire, tiens, elles sont fixées super tôt. Bah non, tu te rends compte qu'en fait, lui, il n'a pas donné sa réponse. Hein, voilà. Donc je fais un énorme rétro-planning, en fait, qui est prêt, là. Et là, je vais bientôt leur donner. Ça va être l'enfer. Et ça va être du genre le nombre de films maximum. Donc de mémoire, ça va être autour du 1er novembre, je crois. Et donc du coup, le nombre de films maximum, ça va m'aider à faire le chemin de fer. Et à partir de là, c'est tout un programme. Voilà. Rien que d'en parler, ça me stresse. Mais c'est un gros morceau pour moi, Travelling. Enfin, c'est le gros morceau que j'ai dans l'année, en gros, parce que ça me prend plusieurs mois. Et c'est vrai que si on continue à travailler ensemble, c'est parce que avec Séverine, c'est un allié que j'ai dans l'équipe de Clair Obscur. On en parlait tout à l'heure, des fois le CA n'a pas été content du visuel. C'est pas le CA qui choisit, on leur présente ce qui va être cette année. Ce qui est assez rare dans un certain nombre de collaborations qu'on a. Il y a la tête qui décide, on va dire. Et puis à un moment, il y a le chargé de com qui nous dit voilà ce qui a été décidé, tu vas mettre ça comme ça, tu vas changer de couleur, et puis tu vas... Pas beaucoup. Non, j'ai réussi à vous faire tout changer à la dernière minute. Non, bien sûr, il y a des allers-retours. Mais dans le sens où tu es un allié parce que elle est consciente du travail que j'ai à faire. Et du coup, on réfléchit ensemble comment... quand elle en parle, elle me fait rire parce qu'elle paraît excédée des fois de la manière dont les collègues sont longs à la détente. Et du coup, pas du tout. Et du coup, on réfléchit comment vraiment à trouver des solutions pour ça ensemble, pour que l'un et l'autre, on ne se retrouve pas dans la mouise et que le programme, il ne ressemble pas à un torchon, en gros, quoi. On passe à la deuxième question. Bonsoir. Et merci, c'était super d'avoir un peu plus d'infos sur les coulisses. Vous l'avez un petit peu reprécisé, je crois, mais je me demandais, quand tout à l'heure vous disiez que le travail d'Anthony avait permis de vous structurer, je voulais savoir si c'était juste se structurer d'un point de vue graphique ou si ça avait eu aussi un impact au-delà de ça sur comment vous percevez et votre identité. D'abord graphique, et puis ensuite sur la perception, quand même. Comme je disais tout à l'heure, un peu en rigolant, on n'a pas trop le temps de se poser. Et c'est vrai qu'Anthony était tout le temps à me dire, on va dire qu'il faisait le festivalier lambda, quoi. Tu vois. Et en même temps, il connaissait le festival parce que, vous voyez, j'ai mis quand même beaucoup de temps tout à l'heure à vous expliquer ce que c'était que le festival Travelling. Alors, je vous dis pas quand je parle de Clairops, et en plus, pour toi, ça sera encore pire. Ça va prendre 10 minutes. Mais voilà, on est dans des structures pour survivre, on fait plein de choses. On n'a pas forcément beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, ça me paraît tellement clair tout ce que je dis. Mais parce que je suis dedans. Et c'est vrai qu'Anthony, peut-être moins maintenant, parce que on a un peu moins besoin, parce que ça fait le 4e programme quand même. Enfin, regardez les programmes des 4-5 dernières années, il y a eu beaucoup de changements quand même. Après, c'est pas évident de prendre les infos graphiques d'Anthony, de les proposer aux collègues qui ont leur propre idée. Vous voyez, il y a toujours il y a des choses que je garde pour moi, des choses que je leur dis pas, des choses que je lui dis pas. Enfin, mais c'est vrai que du coup, c'est bien. Enfin, moi, j'aimais beaucoup travailler avec Eric Jacob. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais du coup, il devait être trop dedans. Et je pense que le premier catalogue avec qui j'ai travaillé avec lui, avant, c'était quelqu'un d'autre. Il était vraiment bien, mais bon, c'était pas un catalogue, c'était un vrai catalogue, hein, pour le coup, il faisait plus de 100 pages. Mais du coup, de changer aussi de graphiste, ça replace un peu les bonnes questions, quoi. On vient plus sur les habitudes. Le premier programme qu'on a fait ensemble, moi, je suis super contente de ce qu'on a fait. On avait super peu de temps, mais on avait déjà commencé à... Enfin, pour ceux qui connaissent bien le festival, on mettait des couleurs partout, sur la grille. On savait quel film était sur quelle section. Puis Anthony, à un moment, il a dit non, mais on s'en fout, en fait. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a donné du travail, par exemple, de rajouter les numéros de page. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du boulot que ça fait, de rajouter le numéro de page à la fin de chaque ligne. Il y a 250 projections, vous voyez.
Donc ça, il faut le rentrer quand même manuellement. Alors ça, je faisais pas, je voulais pas le faire. Puis mon nouveau directeur, il est arrivé, il fait « Ah, ça serait bien de le faire ». Mais effectivement, à partir du moment où on fait ça, on n'a pas besoin de mettre la couleur, que ça se passe à Urbaciné, à Junior et tout. Donc moi, j'avais jamais pensé à les enlever en plus. Et puis bah voilà, ça voulait dire batailler. Et le fait d'arriver avec un nouveau graphiste, Anthony qui était peut-être plus pointilleux sur des choses plus graphiques comme ça, bah, quand je dis structuré, voilà, c'est visuellement, je trouve que c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc du coup, notre discours, il est plus clair aussi. Et nous, on est dans des réflexions aussi. Voilà, il faut qu'on réécrive notre projet pour cette année. Donc pour moi, c'est une continuité, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup Séverine et Anthony. Vous restez pas loin. Merci à vous aussi pour les questions. On va passer au deuxième couple de la soirée. Donc Charlotte Bouvet de Pollen et je vais arriver Antoine Gautreau de Mayenne Culture, donc voisin de la Mayenne. Donc vous connaissez les questions déjà, c'est trop facile, vous avez eu le temps de préparer. C'est jamais facile d'enchaîner aussi. Donc là, on est sur une configuration assez similaire parce que c'est un festival, mais c'est un festival complètement différent aussi, Antoine. Donc qu'est-ce que c'est que Mayenne Culture? Est-ce que vous connaissez Mayenne Culture, vous? Oui, vous connaissez, vous étiez déjà à Mayenne Culture, donc on est à peu près à égalité avec Travelling, hein, c'est pas mal. Mayenne Culture, très brièvement, c'est une association partenaire privilégié du Conseil départemental de la Mayenne. On est maître d'œuvre de sa politique culturelle et on intervient dans différents domaines. On organise en effet le festival Les Nuits de la Mayenne, qui est un festival spectacle vivant et patrimoine itinérant sur l'ensemble du département de mi-juillet à mi-août. On produit un orchestre de musique classique et contemporaine. On édite un magazine sur l'information culturelle en Mayenne qui s'appelle Transistor, qui est diffusé dans quelques lieux à Rennes, dont je vous conseille la lecture du prochain numéro qui sortira à la fin du mois de juin, puisqu'il est consacré au festival en Mayenne, avec une grande étude sur les festivals en Mayenne. Donc voilà. Après, on intervient dans le domaine de la formation professionnelle pour les enseignants des établissements d'enseignement artistique, conservatoires, etc. en Mayenne, Sarthe, Orne et Manche. Donc on s'exporte un petit peu. Des stages pour les amateurs et des interventions en milieu scolaire. Donc on est 12 salariés au sein de l'association. Moi, c'est le premier enseignement que je retiens, c'est que quand on pense que les chargés de com travaillent toute l'année sur le sujet, en réalité, vous faites énormément de choses à côté de ça, et ça vient en plus, finalement, c'est-à-dire la communication du festival vient en plus d'une somme énorme de tâches, à la fois sur l'événementiel, mais aussi sur des missions récurrentes avec le territoire et les différents acteurs, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que une saison culturelle s'étale souvent du 1er septembre au 31 août. C'est mon emploi du temps. Je n'ai plus de temps mort dans une saison, enfin dans une année, du fait des différentes missions. Et il faut savoir que Mayenne Culture est née en 2013 de la fusion de 3 autres associations. Donc je gère finalement le festival, la communication du festival, que depuis l'édition de 2014, donc ce qui est très récent. Il y a eu 6 éditions depuis, alors que c'est le plus vieux festival mayennais encore en activité, puisqu'il est né en 1973. Alors comment, même question que tout à l'heure, comment vous vous êtes rencontrés en fait? Qu'est-ce qui fait, comment ça a commencé? Et puis apparemment ça a marché, puisque vous êtes encore là. Qui a rencontré qui d'abord? Vous avez fait une mise en concurrence? Vous aviez entendu parler de Pollen Studio avant? Alors, je suis un petit peu embêté parce qu'on parlait de couple tout à l'heure. J'ai quand même travaillé à la fois avec Charlotte, Réjeanne et Cécile. Donc c'est un peu particulier. J'ai eu la chance d'avoir 3 couples finalement au sein de Pollen Studio, sans compter Laurence parce que je ne voudrais pas me mettre mal avec Stéphane. Mais notre première rencontre avec Pollen Studio date justement de la création de Mayenne Culture. Il y avait eu un appel d'offres pour la création du logo de Mayenne Culture et l'ensemble de notre charte graphique. Et j'avais, n'étant vraiment pas fan des appels d'offres, il était commandité par le conseil départemental, on reste une association, je suis même plutôt vraiment contre les appels d'offres. J'avais été chercher quelques studios aux alentours, étant assez pauvre en studio en Mayenne.
J'avais regardé du côté de l'île-et-Vilaine et j'étais tombé sur le travail de Pollen Studio, et puis qui avait gentiment proposé une proposition graphique qui ne m'avait pas du tout parlé, qui n'avait pas été retenue. Et puis, Ça, c'était pour le logo de Mayenne Culture, Culture, de donc. l'association. Donc c'était on était début 2013. Et puis donc l'édition 2014 du festival se prépare. Je réfléchis à qui travailler puisque il n'y avait pas d'exigence graphique, même si c'était un vieux festival, jusqu'en 2013. Il n'y avait pas de chargé de com dans l'association qui organisait le festival. Donc ils se débrouillaient tant bien que mal. Voilà. Donc l'idée de remettre tout à plat, je sélectionne 3 studios dont j'apprécie le travail et je leur fais une simple demande de devis puisque je connais leur travail. On va travailler la créa dans un second temps. Là, c'est juste savoir sur ces supports-là combien ça va nous coûter pour qu'on valide le principe. Et on fait le choix. Il y avait 2 studios qui étaient budgétairement équivalents. On réfléchit avec mon directeur et la directrice artistique du festival et on fait le choix de Pollen Studio parce qu'on sent que ça va bien se passer. Enfin, on fait ce choix-là en tout cas. Et c'est comme ça que ça commence pour l'édition 2014. D'accord, merci. Et côté Pollen Studio, ça se passe comment? Donc, vous aviez ce premier échec quelque part avec Mayenne Culture, ils reviennent. Dans ces cas-là, on vous dit youpi, c'est un festival. Comment ça se passe concrètement en fait? Surtout que nous, je crois, on n'avait pas fait beaucoup de projets culturels et surtout pas de festivals. Et quand on est jeune graphiste, parce qu'on était jeunes. Vous étiez jeune il y a 4 ans. Ouais, on était hyper jeunes. Et du coup, non, il y a plus, 2014, ouais, quand 5 même. ans, pardon. Et du coup, on était hyper jeunes. Et en fait, quand tu commences à travailler, et bosser pour un festival, c'est un peu pas le rêve, mais c'est quand même les projets les plus chouettes et qui donnent hyper envie et tout ça. Du coup, évidemment, quand Mayenne Culture nous demande de proposer des affiches, on a tout travaillé dessus, quoi. D'accord, donc le mode de fonctionnement, il est différent de l'atelier du Bourg, c'est-à-dire tout le monde s'y met, quoi. C'est-à-dire on pose les souris et puis tout le monde se met à travailler sur... Vous êtes quoi? Vous êtes en compétition chez Pollen les unes avec les autres? Je fais comme si je ne savais pas. Il n'y a pas de compète, mais c'est juste que, évidemment, il y a une compète un peu sous-jacente, mais même si on s'aide et que sur certaines années, on a travaillé à plusieurs sur les affiches. Pardon, j'ai jamais tenu le micro, Stéphane. Tu le poses délicatement sur ton menton. Ok. Et du coup, je sais donc plus. Ça, c'est les premières créas qui sortent en 94? En 2014? Non, en 2014. T'as dit que t'étais jeune, c'est pour ça. Ouais. Oui, voilà, c'est les 2 premières. Et enfin, la 3e, du coup. Et donc, oui, à Pollen, on travaille toutes sur le projet, à chaque fois. Donc le premier, c'est 2014, à Ouais. gauche. Oui, Parlez-nous voilà. de ce projet. Je peux parler de la première affiche parce que c'était la mienne, mais c'est surtout qu'elle était... en fait, on n'y croyait pas du tout à celle-ci. Donc, t'es quand même contente que ça marche, mais on n'y croyait pas. Donc, et on a essayé de poser les bases, des sortes de bases qui sont un peu restées sur la 2e. Donc là, c'était Cécile. On s'était dit que peut-être qu'il fallait garder... Antoine, tu nous avais demandé de garder le bloc typo qui était très fort sur la première, qu'on a décliné ensuite sur la 2e. Et puis ensuite, je passe peut-être un peu vite sur toutes les affiches. Il ne faut pas passer trop vite. Qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans cet esprit de soulever le capot. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous recevez ça? Donc, avant, il n'y avait pas vraiment d'identité graphique ou même il n'y avait même pas de chargé de communication. C'est ça avant? C'est ça. Et 2014 marque un tournant. Il y a un changement de direction artistique au niveau du festival également. L'idée, c'est tout en gardant une continuité. Clairement, on a un public de théâtre un festival de spectacles de théâtre de répertoire dans des lieux du patrimoine, des châteaux, des places de village, etc. On a un public qui est plutôt quarantenaire, soixantenaire. Je ne peux pas arriver avec une affiche super contemporaine, arty, etc. Ça ne collerait pas à l'image du festival. Donc, mes premiers briefs sont catastrophiques.
clairement. Pour tout vous dire, les mots qui apparaissent, c'est patrimoine, itinérance, spectacle vivant, théâtre. Modernité etc. et tradition, où il y avait ou pas? Non, je crois pas. C'est pour mes campagnes présidentielles, ça. Et donc, sur cette première affiche, on la retient alors qu'en effet, on a peut-être 4, 5 propositions de la part de Pollen, puisqu'en gros, je pense qu'à peu près chaque graphiste en propose 2. Et cette affiche-là, on la retient parce que, on la trouve très impactante. On affirme les Nuits de la Mayenne, et que tout d'un coup, c'est important pour que, même auprès des Mayennais qui connaissent le festival, tout d'un coup, de les marquer à ce niveau-là. Et là, on est juste sur une affiche très grand public. Voilà, on ne va pas choquer, on remet un peu de patrimoine, il y a un peu la Mayenne, la rivière, etc. Donc là, on est sur des choses très simples. Et comme le disait Charlotte, ce bloc typo, la première année, il me plaît, et j'ai envie de le garder, j'ai envie de garder cet impact-là. Il nous posera quelques difficultés, parce que l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à ce bloc typographique. Donc finalement, on arrive à le conserver, mais pas à garder le même trait graphique. Finalement, c'est plus Charlotte qui va travailler dessus, ça va être Cécile, c'est une autre graphiste, et qui va nous faire simplement un remix un peu de la première année, avec des formes beaucoup plus géométriques. Et qui là, nous, on y voit des petites choses, c'est-à-dire qu'on retrouve la notion de lumière, de projecteur, qu'on peut avoir dans le milieu du spectacle vivant. Et en fond de l'affiche, il y a les courbes de niveau de la Mayenne. Ça s'est rajeuni un peu, on dirait, entre là. C'est ça. Et on s'éloigne peut-être, on se cherche encore en termes d'identité graphique, et à l'heure actuelle, on se cherche encore. Moi, j'ai beaucoup de questionnements de tout point de vue. Donc voilà comment la progression se fait tranquillement sur ces premières années, avec des briefs qui sont, Charlotte pourrait confirmer, mais pas grandioses. Et du coup, la troisième année, là, il y a une rupture par rapport au bloc. Je ne sais pas si je dis bon mot, c'est ça. Et puis on est un peu dans le surréalisme. C'est le brief qui a changé, ou c'est chez Pollen vous aviez envie de rupture aussi? Je ne me souviens pas vraiment du brief, mais en tout cas, nous, on avait proposé des choses vraiment différentes pour cette année-là. Donc là, c'était de l'illustration, mais il y avait des choses beaucoup plus abstraites. Moi, d'un point de vue personnel, je me souviens que c'était ce bloc typo qui m'avait posé problème pour travailler. Et du coup, Cécile, elle a réussi, parce que Cécile, c'est aussi la troisième affiche, à le déstructurer un peu tout en gardant quand même ce bloc-là. Et du coup, alors là, on va passer à la suivante. Attention, fermez les yeux, ouvrez-les, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe, Antoine, en 2017? On a une vraie rupture. Oui, je commence réellement à travailler en tant que chargé de com. C'est-à-dire qu'on était dans une continuité sur ces 3 premières années. Et en effet, le bloc typo se déstructure progressivement parce qu'au bout de 2 ans, on se dit c'est trop compliqué, il faut qu'on le déstructure. Sur l'affiche juste précédente, 2016, au fait, elle s'appuie. On avait 2 ou 3 comptes sur cette année-là. Donc ça s'appuie de cet univers un peu lié au compte. 2017, je n'arrive plus vraiment avec un brief, mais plutôt avec des éléments inspirants. Car on a tous en effet une culture, on va dire, graphique, qui peut être liée aux affiches de festival, mais à tout ce qui nous entoure. Notamment au monde de l'édition au sens très large. Et donc j'arrive avec des pistes créatives déjà, en leur disant voilà vers quoi j'aimerais tendre. Donc d'autres affiches, des livres, d'autres iconographies en fait. C'est ça, exactement. Alors quelques pistes sur cette première année-là, il n'y en avait finalement pas tant que ça. Et après, Pollen se charge de faire plusieurs propositions, chacun s'inspirant à sa manière, avec sa culture aussi, de mes premières propositions et puis de ce qui colle aussi à l'univers de Pollen. Donc c'est intéressant par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a aussi finalement une espèce de chemin de progrès ou une évolution, une révolution qui se passe finalement. On prend confiance un peu et puis on se dit tiens, on va être sur quelque chose de plus personnel pour vous par rapport à ça. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui s'installe au long cours, au bout de 3 éditions. Moi, c'est la première fois que je faisais aussi la communication d'un festival, ce qui est nouveau, ça décode. Et puis, on s'inspire mutuellement, c'est-à-dire qu'on apprend à travailler ensemble.
Et j'attends évidemment de Pollen qu'elle, finalement, peut-être pas directement à l'année à laquelle on travaille, mais qu'elle m'inspire des choses, des réflexions. Et c'est vrai que là, j'arrive avec des éléments graphiques, mais je leur demande finalement de sortir du dessin vectoriel de l'année précédente, qui est une de leurs marques de fabrique. J'essaie de les emmener aussi vers d'autres techniques, ce qu'on avait commencé à faire sur la 2016 qui n'avait pas été retenue. On avait exploré une piste complètement différente et on n'avait pas réussi à aboutir à quelque chose, donc on l'avait mise de côté tout simplement. Alors, il y a un élément quand on a préparé, parce qu'on a préparé, moi que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand on dit affiche, on pense papier aussi, et donc qui dit papier dit imprimeur, et il y a une relation particulière aussi, alors à la fois là avec la photo, avec l'image, mais aussi avec l'imprimeur, c'est-à-dire avec le papier, avec la qualité de ce qu'on peut faire techniquement. Comment ça se passe? Je veux dire, vous êtes là à deux, mais en réalité, il y a un troisième élément, en fait, un troisième acteur qui va être l'imprimeur, et vous aviez en plus ce souhait d'avoir un imprimeur de Mayenne. Tout à fait. Alors c'est vraiment la rupture s'est fait, enfin la rupture. Il n'y a eu vraiment qu'une seule édition, mais c'était l'édition de 2018. C'est la photo du milieu, c'est ça? Voilà. Mon point de départ, quand j'ai rencontré l'équipe de Pollen au moment du brief, c'était je veux une impression argent sur un papier teinté masse noire. Voilà, c'était que ça. Et ça, c'était lié à l'inspiration des photos, c'est ça, des livres de photos? C'est voilà, des choses que j'ai pu... je suis assez fan de livres photos, en effet, sur des impressions. Et sur l'édition de 2018, on est arrivé à un niveau... c'est pas un délire de communicant ni de graphiste. Je fais un peu attention à ça. Un papier teinté masse noire, on est vraiment dans la nuit. Et c'est pertinent. L'argent également. On a une notion avec un papier teinté masse noire vraiment de qualité, quelque chose de très classieux. Et l'idée, voilà, et le visuel en plus, proposé par Réjeanne, faisait à la fois penser à des herbes folles d'été balayées par le vent, à des plumes du spectacle, etc. Donc on a vraiment arrivé à un point ultime, je trouve, dans notre communication. Et c'est vrai que le papier, le travail avec l'imprimeur, même si pour être complètement plus poussé, hein, tout est question de budget. Un chouette papier, c'est des coûts énormes, des temps de création, mais c'est vraiment quelque chose de super. Et je pense que pour les graphistes aussi, c'est très intéressant de pouvoir travailler des façonnages différents ou des matières différentes. Donc on veut bien avoir le côté graphiste aussi sur ces affiches. Alors c'est pas toi qui l'as fait, celle-ci qui l'a faite, pardon. Mais voilà comment ça se passe, comment on arrive à ça. Il y a aussi une évolution, une révolution dans le studio pour arriver à ça. Bah oui, parce qu'en plus déjà Antoine il arrive avec des photos. Nous c'est pas qu'on n'a pas l'habitude de travailler la photo, mais c'est que c'est pas forcément le support avec lequel on va travailler d'emblée. Du coup ça nous challenge aussi, à proposer d'autres choses, aller un peu plus loin, et en plus avec cette contrainte d'impression qui finalement je sais pas vraiment si c'est une contrainte, c'est plutôt c'est quand même chouette quand un chargé de com vous dit je veux une impression sur un papier teinté masse noire, je sais pas. Moi ça me parle pas, mais ça a l'air vraiment non, génial. c'est génial, c'est cool. C'est cool. Oui, c'est très bien. Et donc concrètement, vous allez chez l'imprimeur, vous discutez avec l'imprimeur, vous choisissez des papiers, ça se passe comment? Déjà, on fait tous les... oui, toi, tu vois, pour les papiers, avec l'imprimeur, on peut donner des conseils aussi. Et puis, on fait tous les calages machine jusqu'en Mayenne. Et voilà, c'est sympa. On visite, c'est chouette. Et non, évidemment, on échange avec l'imprimeur. Au bout d'un moment, je pense qu'on les connaît bien. Après, ce qui est un peu compliqué à Pollen, qui est compliqué ou pas, c'est que comme on a toutes bossé sur le sujet à des moments différents, on a toutes rencontré l'imprimeur aussi. Du coup, on n'a pas de relation très longue avec le même imprimeur. Comme on a toutes plus ou moins travaillé sur le sujet. Et on n'en a pas parlé, ça a l'air super simple à cette évolution, mais en interne, ça se passe comment? On est diplomate aussi
les validations, tout le monde est d'accord et dit vas-y Antoine, fais ce que tu veux, tu as tout le budget que tu veux, ou comment ça se passe? Non, je n'ai pas tout le budget que je veux, mais la relation est relativement simple au sein de l'association. Jusqu'à présent en tout cas, les décisions se prennent quand Pollen vient nous présenter les différentes pistes graphiques. En gros, elle voit mon directeur, la directrice artistique du festival et moi-même. Sur les 4-5 propositions, dans les présentations, et en plus elles changent leur façon de présenter leurs pistes d'une année à l'autre. On en retient souvent, on va dire, une ou deux, sur lesquelles on demande un peu de réflexion et qu'on revient vers elles le lendemain. Soit on demande parfois à retravailler les deux pistes si jamais on a un doute et on sent qu'il y a à affiner un petit peu les choses. Parfois on reprend une piste qu'on garde à peu près en l'état. C'était le cas notamment l'année dernière, sauf erreur de ma part. Parfois on demande à essayer 2-3 ajustements, composition avec le bloc typo, etc. Et voilà, la décision elle nous appartient à tous les trois. Voilà. Après, il y a juste un degré d'information, que ce soit au président de l'association. Parfois, on le présente aux autres membres de l'équipe de l'association, mais quand on a un doute, vraiment, par exemple, entre deux pistes, quoi. Même chose que tout à l'heure, comment vous savez quand voilà, ça y est, c'est ça, on a réussi? C'est sur le moment quand vous trouvez la piste, c'est plusieurs mois après quand on peut le regarder avec... je pose la question aux deux, hein, parce qu'on a vu que c'était un sujet aussi... on ne se contente pas quand on est graphiste de pousser le truc et puis de passer à autre chose. Quel retour vous avez et comment vous savez que ça y est, ça c'était bien, on est satisfait, ou qu'au contraire, on s'est peut-être trompé et il faudra qu'on fasse mieux? C'est pas évident de poser un regard, en tout cas d'un point de vue personnel pour moi, n'étant jamais satisfait. C'est-à-dire que en fait, c'est les échos, que ce soit mon directeur, etc., ou de l'équipe, ou après du public, qui me confortent dans un choix. Le public est évidemment très important. Après, j'ai un regard communicant, c'est-à-dire l'impact de l'affiche. Et je sais que déjà, celle de l'année dernière, on m'en parle encore, et je pense qu'on nous en parlera encore pendant longtemps. Concrètement, les gens les demandent, ils les ont parlé, les affiches chez eux? Oui, tout à fait. Et encore, voilà, on nous demande encore des affiches justement de l'année dernière. On a eu vraiment un écho à 99% d'échos positifs et multiplié par 3 ou 4 par rapport aux années précédentes. Le 1%, c'est des gens qui trouvaient que le noir c'était triste. Mais c'est le problème avec la nuit en fait. Ce qu'on peut entendre, hein, c'est justement les avis, la culture graphique, ça se travaille et à travers des rendez-vous comme de ce type-là, mais chacun a une culture graphique particulière, donc il faut la prendre aussi en considération et être à l'écoute de son public, même si on a envie de l'amener vers autre chose. Et voilà, et c'est vrai que peut-être que les premières années, ce que je disais tout à l'heure, elles étaient peut-être plus accessibles graphiquement, moins exigeantes, de qualité, c'est pas le problème, mais voilà. Et là, je pense qu'on essaie de tendre vers une identité plus affirmée, même si je pense qu'on se cherche encore énormément et que j'ai déjà beaucoup d'idées pour l'année prochaine. Il y a un message. Charlotte, moi je me demandais, est-ce que on va au-delà du brief, c'est-à-dire est-ce qu'on va regarder, par exemple, cette année, qui est-ce qui passe, est-ce qu'il y a une spécificité dans la programmation, dans les lieux, qu'est-ce qui inspire en fait le graphiste? Je crois que à chaque fois, on regarde quand même la programmation, et puis on en parle avec Antoine, parce que les briefs sont hyper bien, et du coup, c'est bien détaillé, tout ça. Donc on regarde ce qui peut passer dans la programmation. Là, cette année, par exemple, on était parti sur des idées peut-être autour du cycle aussi, parce qu'il y avait beaucoup de références à tout ça. Sauf que finalement, on est parti sur quelque chose Réjeanne est parti sur quelque chose de complètement différent. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi, je vais un peu dévoiler des secrets, mais Charlotte, tu fais partie des gens qui ont levé la main tout à l'heure pour organiser. Donc toi-même, tu organises un festival, c'est le moment d'en parler. Et justement, c'est pas un peu schizo d'être à la fois dans la commande, dans la réalisation? Est-ce que ça t'aide de faire un festival dans ton association?
Bah, non, pas vraiment, parce que nous, on est vraiment tout petits et parce qu'on est des bébés encore, on a 3 ans. Mais c'est. Enfin, Antoine est c'est né, pas du tout le même Antoine est né il y travail. a 2 ans, donc c'est 3 ans, c'est grand. Non, puis, je pense que je vais dire mon festival, mais c'est pas que mon festival. Mais dans ce festival-là, moi, c'est comme si j'étais un peu la chargée de com et la graphiste en même temps. Et je sais pas, j'apprends à me servir d'une scie enfin, tu vois, il y a plein de trucs. C'est complètement différent en fait. Ok, ben, merci en tout cas. Oui, bien sûr, les questions. Merci d'abord. Et moi, j'apprends plein de choses, je ne sais pas vous. Est-ce que vous avez des questions à poser, alors à la fois à Charlotte et Antoine, et puis également à Séverine et Anthony? L'apéro, c'est bientôt. Personne? Ah. Bonjour. Moi, c'est vraiment sur un tout petit détail en fait qui me questionne, mais que je trouvais intéressant, c'était le fait d'enlever la majuscule à Mayenne. Je trouve ça graphiquement intéressant et elle a été remise derrière. Donc, c'était juste une petite question. Est-ce que c'est le conseil départemental ou pourquoi la majuscule a été remise? Parce que je trouve qu'elle apportait une sorte de surprise et voilà, j'aime bien. Je ne sais plus sur quelle édition. Je sais qu'en 2017, elle n'y était plus, mais sur les celles d'avant, je ne sais plus. J'ai un doute. Non, c'est tout simplement parce que graphiquement, c'était plus intéressant sur ces pistes-là. Il n'y a pas du tout de. En effet, on essaie de respecter les règles typographiques. Et un département se doit d'avoir une capitale. Seulement, voilà, c'est. Il n'y avait pas, nous, enfin en tout cas par rapport à Pollen, c'était juste un choix graphique qui fonctionnait mieux avec les bandeaux, de voir tout en minuscules. Il y avait une autre question, je crois, mais je ne sais plus qui avait levé la main. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question pour Charlotte ou les autres graphistes qui sont dans la salle ou de Pollen. On parlait de brief graphique tout à l'heure et la question qui tue, en fait. C'est quoi un bon brief graphique pour vous quand vous travaillez sur, par exemple, là, par exemple, tout à l'heure, Charlotte disait il y a des bons briefs graphiques. Donc, ça serait quoi un bon brief graphique, en fait? C'est un gros piège. Enfin, c'est un piège où c'est juste que je pense que j'ai pas la réponse complète. Un bon brief, c'est pas forcément pour moi, en tout cas, c'est pas forcément quand on me demande, quand on me dit si la cible c'est important, mais c'est pas forcément quand on détaille qui, quoi, comment, où. Enfin voilà, c'est aussi quand quand le commanditaire accepte de faire confiance au graphiste. C'est pour ça que ça marche bien avec Antoine, en fait. Et pour moi, ce serait ça le bon brief graphique. Après, c'est hyper facile de dire ça parce que je ne suis pas chargée de com, mais pour moi, c'est le brief idéal. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois que c'est difficile l'idée de brief graphique, justement, quand c'est sur des systèmes d'appel d'offres ou de choses comme ça, il y a forcément un topo qui est dressé avec des attentes et effectivement, on retrouve souvent quelque chose qui a de l'impact, qui est moderne, attractif. Alors, à chaque fois, on se dit, bah non, cette année, j'avais envie de faire un truc un peu chiant, si possible ennuyeux. Mais c'est difficile parce que à la fois ils doivent défendre leur projet, comme tu l'expliquais bien tout à l'heure, essayer d'être à l'écoute d'un public, et en même temps un visuel, c'est pas ça, d'après moi en tout cas, c'est pas le visuel ou l'affiche qui va faire que les gens vont à un festival. Je suis allé à Travelling, je me rappelle plus de la gueule de l'affiche à l'époque. Le festival m'a plu et je suis retourné l'année d'après. C'est la programmation, comment s'organiser, l'ambiance. Ce qu'on va faire après, c'est juste un prolongement dans l'espace public de
de ce que les gens ont mis en place dans leur structure, quoi. Du coup, il y a des briefs très très différents d'une structure à une autre. Et puis dans la discussion, effectivement, il y a des fois des gens qui ont une culture graphique très pointue et qui vont venir avec des envies. Et puis il y en a qui vous laissent totalement libre aussi, en vous disant j'y connais rien, fais-moi rêver, plaisir. Des fois ça marche, puis des fois ils repassent derrière. Enfin. Et le fait de durer comme ça, c'est plutôt quelque chose qui vous met en confiance, vous, ou au contraire, de temps en temps, comme dans un couple, comment est-ce qu'on se renouvelle Est-ce que c'est plutôt, là on voit c'est 5, 6 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que c'est plutôt plus facile pour le graphiste d'être sur 3, 4, 5 éditions, ou au contraire, on a du mal à se renouveler? Moi, pour ma part, c'est là où c'est peut-être un peu différent, c'est qu'à l'Atelier du Bourg, du moins, c'était pas. Au début, on travaillait tous ensemble, et puis ça devenait un peu schizophrénique. Du coup, on a choisi de se mettre chacun sur un projet pour aussi être l'interlocuteur unique avec l'équipe, et puis pour pouvoir travailler dans la durée. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même très agréable, plutôt que de faire un one-shot et puis de se dire j'aurais peut-être pu faire les choses autrement. En fait, de travailler dans la durée, c'est ça l'avantage, c'est que tu peux tout remettre en question, et c'est ça qui est des fois compliqué, parce que Séverine a dit, je croyais qu'on avait bien fait ça l'année dernière. Je dis, non, en fait, j'aime plus. On recommence tout, et je voudrais changer ça, ça et ça. Des fois, j'ai plus de demandes de changement qu'eux-mêmes n'en ont. Enfin, c'est ça qui est chouette, quoi. C'est une œuvre créative, c'est pas juste une prestation où on me dit tu me coupes les cheveux comme ça, tu me fais une couleur en bleu ou je sais pas quoi. On a un parti pris artistique qu'on défend et qui fait la couleur du studio, du collectif, et c'est pour ça, je crois qu'après les gens viennent nous voir parce qu'on a un parti pris qu'on défend, et du coup ça fonctionne forcément mieux dans la durée. Et vous, côté client, pardon, hein, c'est pour le gros mot, c'est plus simple d'être sur la durée, ou comment est-ce qu'on gère justement à la fois vous-même votre désir de renouvellement, mais en même temps, j'imagine c'est pratique aussi d'être avec le même d'une année à l'autre? Moi, les gens avec qui je travaille, souvent, ça fait très très longtemps que je travaille avec eux. C'est pas des amis. Enfin, on mange pas ensemble, voilà. Mais j'aime bien cette relation proche, en fait. Et puis, déjà qu'on change de ville tous les ans. Donc, non, mais comme le disait très bien Anthony, c'est-à-dire on fait un premier essai, donc on fait le bilan, donc on fait l'inverse l'année d'après, on refait le bilan, et après on fait un espèce de mix des deux, la troisième année. Donc, il faut au moins 3 ans, je pense, pour bien faire son travail. Enfin voilà, non, il faut du temps quand même. Enfin, c'est pas comme si on avait beaucoup de budget, beaucoup de temps, où on mettrait tout ça par écrit pendant 1 an et demi. Enfin, vous voyez, on ferait plein de tests, parce que c'est possible de faire ça. Faire plein de tests et de voir des faux festivaliers, de leur poser leur avis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et non, je veux l'index à la fin, et non, je veux le sommaire au début. Enfin, vous voyez. Je veux un M majuscule. Voilà, et du coup, faut du temps pour créer tout ça. Et puis c'est pareil, tu disais tout à l'heure, on apprend aussi. Enfin, moi je suis pas graphiste, je sais très bien utiliser très bien les outils, mais je suis pas artiste, donc voilà, c'est des choses qu'on apprend avec les années, avec les différents graphistes avec qui on est, et c'est une demande aussi. En fait, vous voyez, on a le regard qui s'aiguise un petit peu avec les années aussi. C'est comme le vin ou l'huile d'olive. Enfin, vous voyez, au début, on n'aime pas être trop fort. Et puis après, on apprécie au fur et à mesure des choses qui sont plus difficiles. Mais on se confronte à ce que tu disais tout à l'heure. C'est notre public. Voilà, on peut les amener petit à petit comme ça à des choses plus difficiles. Mais à moins d'être vraiment un festival lié au graphisme, sincèrement, je ne l'aurais pas fait sur Travelling. En plus, voilà, il y a plein de notions qu'on veut faire passer dans nos visuels. Trop, des fois. On veut la chaleur, le voyage, enfin voilà. Donc ça fait... Et travailler avec des professionnels du graphisme, ça... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous structure, et puis voilà, ça nous aiguise le regard. Tout en ayant nos propres envies, attention, parce que tu as des envies. Antoine, c'est la même chose.
Une relation au long cours, c'est intéressant parce qu'il y a une confiance qui s'installe, on se comprend, donc c'est super agréable. Après, il y a la zone de confort qui commence à devenir un peu dangereuse et l'envie de bousculer les choses. Alors, tous les ans, moi je dis à Pollen que je pars, comme ça je leur mets un coup de pression. Tous les ans, je reviens, je suis infidèle. C'est une pièce de théâtre, c'est ça, il y a les portes qui claquent. C'est ça. Non, mais plus sérieusement, c'est en effet, mais la question, c'est vraiment trouver l'adéquation entre un univers d'un studio graphique, sa patte, c'est important, ce qu'est le festival, l'identité du festival, son image de marque, et en tant que communicant, c'est aussi ce qu'on aime, ce qu'on a envie de défendre. Moi, j'irais presque plus loin en termes de graphisme sur nos affiches, mais voilà, il faut que ça soit en adéquation aussi avec ce qu'est le festival. Et on doit essayer de trouver le point de jonction. Il y a des années où on est peut-être un peu plus vers le studio, un peu plus vers le public, un peu plus vers nos envies. Et c'est ça, mais c'est intéressant au long cours, et puis nous on le voit, il n'y a pas d'identité graphique, type pour le festival. On a évolué énormément sur ces 6 éditions. Il y a justement peut-être là à structurer les choses pour installer une vraie image de marque du festival. Je ne ferai pas la même chose que Arles, mais voilà, quelque chose qui marque les esprits. En tout cas, ça me semble aussi important, même sur des festivals de petite ampleur, une notoriété départementale. Merci. Est-ce qu'il vous reste encore un tout petit peu d'énergie pour une dernière question? Je vous rappelle qu'après, on va boire un coup. Alors, où est-ce qu'on va boire un coup après? Je ne sais plus. Au O'Connell's. Vous connaissez tous les O'Connell's, je suis sûr. Alors, j'ai une question là. Tiens. Bonjour. C'est juste une petite question technique. En fait, je voulais savoir combien de temps avant vous procédez, combien de temps avant vous donnez le brief, combien de temps vous travaillez avant sur le visuel, tout simplement. Je me souviens plus. Alors pour tout ce qui est Nuit de la Mayenne, même si les choses ont un petit peu varié d'une année sur l'autre, on est souvent on se voit en janvier. Le premier rendez-vous avec Pollen, c'est en janvier. Après, les choses s'accélèrent assez vite. Donc, premier brief, piste créative dans la foulée, choix d'un visuel pour une affiche qui est souvent prête au 1er avril, à peu près. Donc, en gros, sur 3 mois, entre le premier rendez-vous et la première parution de l'affiche, et après, tout le reste suit dans la déclinaison des supports. Parce que là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur les affiches, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire, mais je trouve que la déclinaison sur l'ensemble des supports est quelque chose de très important. Laurence tout à l'heure parlait de l'habillage graphique au sein des lieux. Il y a aussi toute une cohérence après avec la communication numérique, etc., aux vidéos. C'est des choses sur lesquelles on peut encore aller plus loin, je pense, en tout cas pour nous. Mais voilà, ça demande encore plus de travail. Alors Travelling, c'est un peu différent parce que la création graphique, c'est pas l'atelier du Bourg, la création du visuel, pardon, c'est pas l'atelier du Bourg qui le fait. Moi, j'ai contacté la personne qui a fait celui de l'année dernière, elle a accepté de retravailler. Donc je sais pas, j'ai fait il y a 3 semaines. Elle n'était pas dispo, donc logiquement, elle devrait travailler au mois de juin. Anthony va briefer avec elle, c'est une Anglaise. L'idéal, c'est d'avoir le visuel avant que je parte en vacances. Ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, Anthony, il le connaît déjà. L'année dernière, on a travaillé ensemble. On a eu beaucoup d'échanges avec la personne. Elle nous a fait 2 propositions. On l'a montré à l'équipe et tout. On en a choisi une. On a demandé une modification. Donc cette année, je ne sais pas comment ça va fonctionner. J'étais pas partie sur une. J'étais pas partie sur 2. Donc là, peut-être qu'elle nous en proposait 2, je ne sais pas. Là, j'ai fait une demande beaucoup plus précise dans ce que je voulais. Et Anthony, je ne sais pas si on part sur la même chose au niveau de la typo, mais moi, si elle est prête au 15 septembre, c'est bien. Voilà, sachant que, je l'ai eu au télé. Mais l'année dernière, c'était une nouvelle personne, elle était étrangère, il fallait lui expliquer ce que c'était Travelling, donc on a mis beaucoup plus de temps quand même. En fait, la particularité avec Travelling, effectivement, c'est que l'image qu'il y a sur l'affiche et le visuel viennent de l'extérieur de notre collectif.
Et que du coup, après, on se la réapproprie. Et pour les 30 ans, c'était un peu la question tout à l'heure, Séverine avait envie de faire appel à un ou une artiste qui allait réaliser un travail de collage photographique. Donc, en fait, j'ai intégré comme une petite direction artistique pour trouver qui pourrait être l'artiste qui pourrait fonctionner là-dessus. Et du coup, on a fait des propositions. J'en ai fait aussi. Du coup, il me semble d'ailleurs que c'est moi qui avais proposé Sarah. Si. Pas forcément. Non, je ne sais plus, peut-être. En fait, on a tous les deux cherché de notre côté. On a fait des propositions. On a discuté avec la directrice artistique et avec le directeur de Clair Obscur. Et puis, quand on a trouvé... Enfin, ils ont écouté mon avis aussi sur... c'est assez rare aussi qu'on ait cette position-là dans un festival, quoi. Du coup, nous, on avait fait le choix de ne pas proposer de visuels ou d'images, je ne sais plus comment on les nomme, parce que j'avais déjà énormément de boulot là-dessus et que j'avais envie de me concentrer sur le travail de création graphique éditoriale, on va dire. Et du coup, on a fini par choisir cette jeune londonienne qui fait des très beaux collages. Et du coup, on travaille 6 ou 7 mois en amont du festival. Parce que ça demande 1 ou 2 mois pour qu'elle puisse avoir le temps de faire le collage. Et moi, après, pour que je me dépatouille avec ça, pour que le titrage et l'image créent un visuel qui va donner l'affiche. Et que tout ça soit cohérent et qu'on n'ait pas un truc collé l'un sur l'autre, quoi. C'est un peu les questions qu'il y avait tout à l'heure avec le bloc typo de Nuit de la Mayenne qui primait à un moment sur l'image. Enfin, c'est des questions qui sont propres aux graphistes, de travailler le mot et l'image en gros, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Mais avec Travelling, on bosse 6 mois en amont. Avec d'autres festivals comme Héroupe, c'est 1 an à l'avance. Avec le festival Alambic, c'est 1 semaine avant, qui nous dit j'ai besoin d'une affiche. C'est très très différent et les enjeux ne sont pas les mêmes. Le délire n'est pas le même pour nous. À chaque fois, c'est un challenge. Plus on nous laisse de temps, plus on va explorer des choses, mais plus on va cogiter aussi. Enfin bref, c'est très différent d'une fois sur l'autre, quoi. Merci Anthony, désolé Séverine. L'école des Beaux-Arts a énormément de qualité, mais pas celle de Fermetard. Donc on va devoir s'arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai appris plein de choses et vraiment merci beaucoup pour cette franchise et cette transparence. C'était super.